Bien, chers collègues, bonjour. Nous avons aujourd'hui un programme assez chargé qui commence avec la présentation des conclusions de la mission Flash sur la conciliation des usages de la nature et de la protection de la biodiversité. Donc, notre commission travaille beaucoup, et c'est normal, sur l'adaptation au changement climatique. Il est essentiel que nous investissions tout autant les questions relatives à la biodiversité, dont l'effondrement est préoccupant, d'autant que le réchauffement climatique et la perte de biodiversité s'entretiennent mutuellement. Je me réjouis donc que cette mission ait trouvé sa place entre les auditions de l'OFB, bientôt de l'ANSES, et nos travaux sur la pêche durable ou sur de récentes propositions de loi. Les rapporteurs Emmanuel Bléry et Daniel Labaronne ont mené un travail important. Dans le format d'une mission flash, ils ont conduit une vingtaine d'auditions et tables rondes et ont entendu ainsi une quarantaine d'organismes et personnalités. Le champ de la mission est assez vaste, avec des problématiques essentielles. Comment garantir l'accès de tous à la nature? Comment préserver cette nature? La garantie de cet accès est nécessaire pour de nombreuses raisons, y compris de santé. Je remercie les rapporteurs de les avoir couvertes avec une approche très opérationnelle et très concrète. La synthèse transmise comprend ainsi un certain nombre de bonnes pratiques. Je vous laisse la parole pour nous présenter vos travaux et en particulier vos 11 propositions. Bien, merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Je remercie, avec Daniel Labaronne à mes côtés, la Commission, la Présidente, et permettez-moi, Madame la Présidente, de remercier nos administratrices qui ont fait vraiment un boulot formidable à nos côtés durant ces quelques semaines, quelques mois. Tout ça nous a permis de mener des travaux, je crois, très sérieux sur le sujet évoqué. Nous avions à cœur, évidemment, quelques thématiques, à savoir la chasse, mais plus largement, effectivement, l'accès à la nature et les éventuels conflits entre les usagers de la nature qui évoluent dans des cadres où la biodiversité est parfois fragilisée ou menacée. Et bien sûr, le but, à la fin, c'était d'émettre des propositions en vue de la protéger. Je reviendrai sur le terme de conflit, qui finalement, à l'issue des auditions, nous paraît un peu inapproprié. Les auditions que nous avons menées ont été variées, enrichissantes, sur des thématiques que nous n'abordons pas souvent finalement, avec des personnes auditionnées que nous ne rencontrons pas souvent. Nous avons vu effectivement des acteurs importants du monde cinégétique, mais nous avons également auditionné, donc je vais les citer, l'Office national des forêts et des représentants des forestiers privés, des représentants des espaces naturels, des fédérations sportives et d'usagers de la nature, le ministère de la Transition écologique, l'Office français de la biodiversité et bien sûr des associations environnementales. Dans l'ensemble, nous les avons interrogés sur les relations entre les usagers et la nature, qu'ils en profitent comme un espace effectivement de promenade pour y chasser, ou qu'ils aient parfois des exploitations agricoles ou forestières, mais aussi sur les effets de la fréquentation des espaces naturels sur la biodiversité. Notre souci premier, je crois, était de comprendre les règles d'accès aux espaces naturels et les différents régimes de propriété. Daniel y reviendra, je pense, un peu plus tout à l'heure. Et dans un second temps, d'objectiver les sources éventuelles de tensions entre les usagers afin de voir s'il existe des solutions satisfaisantes pour assurer une meilleure harmonie entre les usagers aux attentes différentes. Donc nous structurerons notre présentation en plusieurs temps afin de restituer nos travaux et développer certains aspects que nous voudrions approfondir au-delà de ce qui a été fait dans la synthèse. Donc je commencerai par rappeler quelques constats que nous pouvons tirer à l'issue des auditions sur les réalités des conflits d'usage et aborderai ensuite la question de la police et de la chasse sur laquelle je m'arrêterai un peu plus longuement. Daniel évoquera la nécessité d'encourager la concertation locale, le lien entre propriété privée et conciliation des usages, la place de l'homme dans la nature et la nécessité de développer une économie des espaces naturels. Permettez-moi de rappeler dans un premier temps ce qui fait un peu, je dirais, notre pays, notre pays tient une place unique vis-à-vis de cette question, d'un point de vue historique. D'une part, certains droits, notamment le droit de chasse, émanent directement de la Révolution, ce qui fait que cette pratique est ancrée dans notre République et qu'elle ne peut se transformer en une sorte de pratique qui consisterait simplement à réguler les espèces. D'autre part, je souhaite rappeler que ce qui fait la différence, c'est qu'en France,
l'homme a cultivé chaque parcelle de terre, soit pour fertiliser les plaines, soit pour en extraire effectivement les produits donnés par la nature. Et aussi pour donner et tenter de donner une dimension supplémentaire à notre approche de la nature en France, il faut rappeler que nous sommes le seul pays où les forêts domaniales, donc les forêts appartenant à l'État, sont pratiquées en même temps par différents types d'usages, la chasse bien sûr, la sylviculture, la randonnée et bien d'autres, nous y reviendrons. D'un point de vue de la définition, il me paraît important de rappeler que toutes les forêts en France appartiennent soit au domaine privé des personnes publiques, État, collectivités territoriales, groupements de collectivités, soit un propriétaire privé. En tout état de cause, nous sommes à chaque fois sur des parcelles privées. Cela veut dire que le propriétaire, qu'il soit public ou privé, autorise ou non l'accès à ces espaces. Et historiquement, en France, les forêts domaniales, domaine privé donc de l'État, sont accessibles au public. Pour revenir au cœur des usages et des conflits, et je le crois, ce qui nous a vraiment frappé lors de différentes auditions, on peut souligner que les conflits d'usage sont en fait relativement rares et constituent bien davantage l'exception que la règle. Nous avons acquis la conviction que la cohabitation de différents usagers de la nature doit être pensée et intégrée aux politiques de gestion de ces espaces en prenant en compte des spécificités propres à chaque espace, forêt, massif, des massifs montagneux bien sûr, parcs naturels. La concertation entre les acteurs privés, institutionnels ou associatifs, l'information et la sensibilisation du public, l'accompagnement des activités de loisirs par des professionnels, tous ces éléments contribuent à des relations apaisées entre usagers et évitent des conflits. C'est aussi le cas en matière de chasse, domaine dans lequel les autres usagers non chasseurs demandent de l'information et les chasseurs, eux, se proposent effectivement pour informer les publics, pour partager donc la connaissance. Nombreux sont les exemples qui nous ont été donnés d'initiatives locales mises en place par les parcs et réserves naturelles nationaux et régionaux, par les fédérations sportives comme la Fédération française de randonnée, par les accompagnateurs en montagne, par les associations de chasse pour sensibiliser les usages de loisirs. Et nous pouvons citer quelques exemples, les conventions cadres qui existent entre l'ONF et la Fédération nationale des chasseurs, ou bien entre la Fédération française de randonnée et la Fédération des parcs naturels régionaux, mais aussi par exemple au niveau plus local, l'initiative du parc naturel régional de la montagne de Reims, qui avec la Fédération départementale des chasseurs de la Marne met à jour régulièrement une carte, donc sur internet, pour indiquer les zones et les jours de battues de chasse. Ce sont aussi des bonnes pratiques et des règles simples et partagées qui permettent de protéger la biodiversité dans les espaces naturels. La protection de la biodiversité, de la variété des espèces et de l'abondance des espèces tant faunistiques que flouristiques est un objectif pour de nombreux acteurs, aussi bien pour maintenir les forêts dans un bon état, maintenir la production de bois, garantir une agriculture en harmonie avec son environnement, que pour maintenir dans un bon état de conservation les espèces sauvages chassables. Parfois, l'équilibre n'est pas facile à trouver, c'est vrai, comme en témoignent à certains endroits des dégâts causés par le grand gibier en forêt. C'est en ce sens que l'intervention des pouvoirs publics est parfois nécessaire pour protéger les zones naturelles d'une forte pression, d'une trop forte pression, ou encore pour réguler la population de certains ongulés. Mais ce sont souvent des initiatives locales, je le répète, et associatives qui permettent d'orienter les comportements sans qu'il y ait d'interdiction. Ainsi, certaines pratiques sportives, comme l'escalade ou la raquette en hiver, peuvent perturber certaines espèces, les oiseaux notamment, et leur zone de nidification. Et c'est par l'accompagnement et la communication à l'attention des pratiquants que le dérangement peut être ainsi évité. Et pour ne pas revenir sur l'intégralité de la synthèse qui vous a été transmise, je voudrais revenir sur des sujets que nous avons abordés, à savoir celui de la police de la chasse. Il est bien sûr nécessaire de contrôler les règles relatives à la chasse, et notamment pour que les chasseurs puissent évoluer au sein d'une activité sûre pour eux-mêmes, bien sûr, pour autrui. La compétence donc de verbaliser les infractions à la police de la chasse revient à plusieurs agents, et pour éclairer nos propos, en voici une liste qui n'est pas forcément exhaustive. Donc pour la recherche
et la constatation des infractions, évidemment, nous pouvons compter sur la police nationale et la gendarmerie nationale, les inspecteurs de l'environnement, composés notamment de l'Office français de la biodiversité, les agents de l'Office national des forêts, au sein de la police municipale, ce sera intéressant pour la suite, les seuls gardes champêtres, les lieutenants de louveterie, et ensuite, pour la seule constatation des infractions, les agents contractuels de droit privé de l'Office national des forêts, les gardes particuliers commissionnés à cet effet. Ces derniers peuvent être des fonctionnaires, des agents publics ou privés. Sur ce sujet spécifique, l'État dispose, vous le savez, d'une entité spécialisée qui est donc l'Office français de la biodiversité. Nos travaux ont amené à constater que l'activité des agents de l'OFB en matière de police de la chasse a nettement diminué depuis sa création d'environ 85%, si on devait comparer avec les entités qui ont précédé l'OFB, notamment l'ONCFS. L'Office français de la biodiversité, au vu d'autres missions qui ont été confiées et des moyens humains donc alloués, doit se concentrer sur des contrôles qui jugent finalement prioritaires. Cette répartition laisse finalement le poids de la police de la chasse sur les seuls agents de développement des fédérations de chasse ou sur d'autres agents qui sont parfois moins bien formés ou informés et parfois même bénévoles de leur fonction. Je vais accélérer, le Président, parce que je vois déjà qu'on arrive à 10 minutes. Outre les gardes champêtres, la police de la chasse est majoritairement confiée, comme je le disais, aux agents de développement des fédérations, mais aussi à d'autres personnes qui peuvent agir de manière bénévole. Nous les avons cités, il s'agit des lieutenants de louveterie et des gardes particuliers. Leur rôle est important et relativement peu connu. La fonction de lieutenant de louveterie, un peu d'histoire, a été créée il y a 1200 ans par Charlemagne pour lutter contre la dangerosité du loup. Si l'action des lieutenants de louveterie est parfois identifiée, car ce sont ceux qui sont appelés pour détruire donc, des opérations de destruction du gibier ou du loup, peu de nos concitoyens savent que cette fonction est bénévole. Or, ces agents exercent des fonctions essentielles. Elles peuvent donc aller jusqu'à la recherche et la constatation des infractions, évidemment, à la police de la chasse, mais ils ont aussi un rôle de renseignement, d'information, d'expertise, auprès notamment des services de préfecture. Donc nous appelons de nos voeux, c'est l'une des mesures, effectivement, à prendre en charge certaines opérations, à indemniser certainement ces agents, ces lieutenants de louveterie, pour créer effectivement les conditions d'attractivité de la fonction. Aussi, je crois que les maires devraient avoir un lien plus direct d'un point de vue administratif avec les lieutenants de louveterie pour pouvoir les réquisitionner le cas échéant et ainsi avoir un meilleur maillage territorial. Enfin, il nous semble important de faire un point sur la qualité judiciaire des gardes particuliers. Le garde particulier, encore un peu d'histoire, lointain héritier de la féodalité, puis de l'ordonnance des eaux et forêts de Colbert en 1669. Aujourd'hui, il est inscrit à l'article 29 du Code de procédure pénale. Et ces agents sont encore moins connus, mais leurs actions sont tout aussi essentielles. Pour information, toute personne publique ou privée peut commissionner une personne, fonctionnaire, agent public, agent de droit privé ou bénévole, afin d'assurer la surveillance générale de ses propriétés, et la qualité de garde particulier permet à la personne commissionnée d'exercer des compétences judiciaires, comme peuvent le faire certains officiers ou agents de la police judiciaire. Ces gardes sont compétents pour constater par procès-verbal tout délit ou contravention portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Et notamment, dans leurs compétences, selon les modules et le commissionnement, ils peuvent effectivement constater donc les infractions à la police de la chasse. Pour mettre en place donc un garde particulier, il faut qu'il y ait un commissionnement, un agrément du préfet et évidemment l'assermentation par les tribunaux compétents. Et nous pensons avec Daniel, puisque c'est un peu le résultat de nos travaux, que la formation initiale devrait être renforcée, puisqu'elle est, il nous semble, peut-être un peu légère, puisque les connaissances finalement que nous avons constatées lors des auditions ne sont peut-être pas réellement celles proposées par les textes en vigueur. Je crois qu'à la limite, le garde particulier a beaucoup de compétences, notamment donc judiciaires, sans avoir forcément les formations pour les appliquer complètement. Donc, à la fois renforcer la formation initiale et nous proposons effectivement une formation continue afin d'être au fait des changements des règlements et des parties législatives de nos textes. Cela amène à une dernière réflexion, c'est le dernier point, sur la police municipale et la police de la chasse. Au sein de la police municipale, la filière de la fonction publique
territoriale. Seuls les agents des cadres d'emploi, donc des gardes champêtres, peuvent rechercher et constater les infractions en matière de police de la chasse. Les autres cadres d'emploi, que sont les agents de police municipale, les chefs de police municipale, les directeurs de police municipale, au sein de la filière de la police municipale, ne peuvent verbaliser ces infractions. Ces agents sont pourtant déjà compétents en certaines matières de police de l'environnement, la pêche notamment, la protection de la faune et la flore, et nous pensons qu'une extension de leurs compétences à la police de la chasse pourrait être envisagée. Cela permettrait d'amplifier le maillage territorial en cette matière. Voilà mes chers collègues, je vous remercie de votre attention et je cède la parole maintenant au co-rapporteur Daniel Labaronne. C'est bon? Très bien. Madame la Présidente, chers collègues, comme l'a rappelé mon collègue Emmanuel Bléry, la réflexion qui a présidé à cette mission s'inscrit notamment dans un constat d'augmentation de la population souhaitant avoir accès à la nature et donc la possible augmentation non vérifiée, nous y reviendrons, de conflits d'usage. Tous les acteurs que nous avons auditionnés ont constaté une nette augmentation de l'attrait du grand public pour la nature depuis la crise de la Covid-19, qui se matérialise par une fréquentation beaucoup plus importante des espaces naturels. Toutefois, cela ne se traduit pas par une augmentation considérable des conflits d'usage. En fait, nous avons plutôt eu l'impression de situations globalement apaisées dans lesquelles le dialogue est possible à l'échelle locale. Les quelques conflits qui sont souvent très médiatisés sont en réalité marginaux et résultent d'une mauvaise volonté de la part des parties prenantes plutôt que d'un véritable dysfonctionnement global. L'espace n'est pas homogène. Chaque territoire a ses spécificités, ses problématiques locales. On ne peut pas et on ne doit pas chercher à uniformiser au niveau national l'organisation des usages sur ces territoires. Nous sommes convaincus que les instances de concertation locale, nombreuses et efficaces, doivent rester le lieu principal de prévention et de résolution d'éventuels conflits. Il est essentiel, à nos yeux, d'encourager et de valoriser ces instances de dialogue social dans une démarche de bonne intelligence collective, plutôt que de prôner une segmentation des usages dans le temps et dans l'espace. Aucun des représentants d'usagers que nous avons auditionnés n'était en faveur d'une telle fragmentation. Comme eux, nous sommes parvenus à la conclusion qu'une cohabitation harmonieuse entre tous les usages, de façon simultanée, était véritablement l'objectif à atteindre. Des instances de dialogue ont fréquemment été évoquées, comme par exemple la commission départementale des espaces, sites et itinéraires, qui permet dans chaque département d'élaborer un plan dont l'objet même est d'assurer la pérennité des lieux et des pratiques sportives de nature, sans compromettre l'intégrité des écosystèmes, l'exercice d'autres activités, ni le droit de propriété. Ce plan, élaboré à l'échelle locale, entre tous les acteurs concernés, est adopté par le conseil départemental. Nous avons pu constater que du dialogue local découle ensuite la rédaction de documents tels que des chartes et conventions qui matérialisent l'équilibre trouvé entre les différents usages. Ces documents permettent à chacun de faire valoir ses intérêts et de s'engager à respecter les autres usagers et leurs pratiques. Dans cette logique, les chartes élaborées à l'échelle des parcs naturels régionaux, opposables aux documents d'urbanisme, assurent la cohérence de tous les usages sur le territoire du parc et s'adaptent aux spécificités de chaque parc. Plus important encore, la conciliation entre ces différents usages se fait aussi dans un objectif commun à tous les usagers, la protection et la préservation de la biodiversité, sans laquelle aucun usage n'est de toute façon possible. Qu'il s'agisse de réguler certaines pratiques pour ne pas nuire à la biodiversité, ou sensibiliser les promeneurs, plongeurs ou alpinistes sur les règles à respecter, on a pu constater que les usagers collaborent dans une certaine harmonie afin de préserver le bien commun qu'est la biodiversité. La conscience partagée de cet objectif est une véritable avancée qui n'était pas acquise il y a une quinzaine d'années. Le déploiement d'outils de sensibilisation à l'attention des usagers, notamment dans les espaces très fréquentés, doit être poursuivi.
Cela me permet de revenir sur un point capital au cœur du sujet de la conciliation des usages, la notion de propriété. En effet, on entend trop souvent que la nature serait un bien commun appartenant à tous. Or, je crois, il faut faire la distinction entre nature, au sens d'espace naturel, et biodiversité, au sens du patrimoine commun à toute l'humanité. Les espaces naturels appartiennent nécessairement à quelqu'un. Emmanuel l'a rappelé. Il y a toujours un propriétaire derrière la nature. Comme l'a rappelé Emmanuel, la majeure partie de l'espace forestier appartient aujourd'hui à des propriétaires privés, et cela vaut aussi pour les autres types d'espaces naturels qui peuvent être privés. Mais rappeler l'existence du droit de propriété et les règles qui en découlent nous semble un élément clé dans la bonne conciliation des usages. Les promeneurs et autres pratiquants de sport de nature doivent avoir en tête que leur accès à la nature est parfois conditionné à l'accord d'un propriétaire et à son travail de maintien en bon état du territoire. D'autre part, la biodiversité peut être considérée comme un capital commun à toute l'humanité, que l'on se doit de léguer aux générations futures, si possible en l'enrichissant. Ainsi, ce n'est pas non plus parce qu'on est propriétaire d'un espace naturel que l'on peut y faire ce que l'on veut, notamment des dégâts à la biodiversité. Rappeler et sensibiliser aux deux facettes de cet équilibre, les droits de propriété et le respect des équilibres dans les écosystèmes naturels, donc rappeler ces deux facettes de cet équilibre nous semble de nature à améliorer encore davantage la bonne gestion des usages. En outre, comme l'a évoqué Emmanuel également, de nombreux acteurs viennent aujourd'hui en complément de l'action de l'OFB en matière de police de la chasse et de l'environnement pour faire respecter ces règles, propriété et conservation de la biodiversité. La coordination entre tous ces acteurs gagnerait à être améliorée et les compétences de chacun clarifiées. Sur un plan presque philosophique, à présent, il me semble important de rappeler que l'homme est et doit rester au cœur de la nature. Par ses activités agricoles de chasse, de sylviculture, etc., il participe au maintien d'un équilibre indispensable aux écosystèmes. En réglementant les accès aux milieux et l'usage des terres, en étudiant la faune et la flore, en protégeant les espèces en voie de disparition et en régulant les espèces en excédent, l'homme est un acteur clé de la préservation de la biodiversité. Ces interventions peuvent aussi permettre d'adapter les milieux au changement climatique et contribuer à la bonne santé des écosystèmes afin que ces derniers puissent remplir des fonctions variées, essentielles à la vie humaine. L'opposition factice entre homme et nature n'a donc pas lieu d'être, selon nous. Il convient de penser ensemble les activités humaines et la protection de la biodiversité. Cela me permet de poser la question de l'économie des espaces naturels qui aujourd'hui n'existe pas. Et là, je voudrais ouvrir une voie de réflexion et d'action publique, mes chers collègues. Il manque une approche théorique et appliquée permettant d'évaluer les coûts monétaires des mesures actuelles de gestion des espaces naturels au regard des bénéfices ou pertes qu'elles peuvent représenter pour la société. Il s'agit par exemple de quantifier le coût pour la société de la protection d'une espèce au regard des services qu'elle rend à la biodiversité. Quel est le coût pour la société de la prédation sur les élevages ou encore le coût de la dégradation de la biodiversité causée par exemple par la surfréquentation des espaces naturels? Il faut, de mon point de vue, objectiver davantage, d'un point de vue économique, les coûts et bénéfices de toutes les mesures qui sont prises pour la gestion et la protection de la biodiversité. On pourrait imaginer, par exemple, une évaluation quantitative précise de ce qu'apportent les espaces protégés, la réintroduction d'une espèce, ou encore les efforts des agriculteurs ou des chasseurs pour préserver ou restaurer certains espaces. L'existence d'une véritable économie des espaces naturels dans laquelle les effets bénéfiques et négatifs des entreprises sur la biodiversité seraient quantifiés monétairement, permettant l'émergence, et c'est une proposition que je fais, d'un marché de la biodiversité sur le même principe que le marché des quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Les entreprises dont l'action se révélerait coûteuse pour la biodiversité et qui ne parviendraient pas à stopper ces dommages à court terme seraient alors contraintes d'acheter des quotas pour compenser leur action néfaste à la biodiversité.
Les entreprises les plus vertueuses pour la biodiversité seraient récompensées. La protection et la préservation de la biodiversité gagneraient ainsi à être intégrées à la démarche de responsabilité sociale et environnementale des entreprises, au-delà du seul aspect de lutte contre le dérèglement climatique qui est bien sûr lié. Il s'agit notamment d'inciter les entreprises à financer des actions de préservation de la biodiversité dans les territoires ruraux. C'est dans cet esprit, mes chers collègues, qu'a été pensée la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales, la dotation biodiversité. Dotation que j'ai défendue dans le cadre de l'agenda rural. Cette dotation permet de reconnaître et de valoriser les services environnementaux rendus par les communes rurales à l'ensemble de la nation et de compenser les contraintes d'aménagement qui peuvent en découler. Il faut aller encore plus loin, de mon point de vue, avec une véritable économie des espaces naturels afin de mieux répartir l'effort de protection de la biodiversité, aujourd'hui trop souvent supporté uniquement par les territoires ruraux. Dans cette optique, il nous faut repenser la façon dont nous concevons d'une part la protection de la biodiversité et d'autre part l'intérêt économique des espaces naturels. Il faut éviter, de mon point de vue, les approches cloisonnées, voire pire, opposées. Il m'apparaît essentiel de penser ces deux dimensions ensemble, idéalement peut-être, c'est une autre proposition, dans un ministère commun qui concilierait les impératifs de la protection de la biodiversité et les intérêts économiques des usagers des espaces naturels. Je termine ici pour remercier nos deux administratrices qui nous ont accompagnés avec rigueur et compétence dans cette mission d'information. Merci. Merci beaucoup, messieurs. Je donne la parole aux orateurs des groupes. Et donc, on démarre avec Aurélien Dutremble. Oui, merci Madame la Présidente, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Avant tout, permettez-moi, au nom du groupe Rassemblement National, de saluer le travail approfondi réalisé par nos collègues Emmanuel Bléry et Daniel Labaronne dans le cadre de cette mission d'information. Concilier l'utilisation de la nature par l'homme et la protection de la biodiversité est un défi majeur, un enjeu complexe qui s'est encore accentué ces dernières années. Vous l'avez indiqué dans votre synthèse, messieurs, depuis la crise du Covid, nos espaces naturels sont plus fréquentés que jamais. Randonneurs, cyclistes, sportifs, promeneurs du dimanche, etc. Ils sont très nombreux à découvrir ou redécouvrir nos forêts, montagnes et nos beaux paysages de France. Mais ces espaces naturels sont aussi un lieu de travail. Nos agriculteurs, nos forestiers notamment, y exercent leur activité essentielle à notre économie et à notre souveraineté alimentaire. Enfin, n'oublions pas que la protection de la biodiversité est une cause qui passionne de nombreux compatriotes, parfois de manière excessive et radicale, sous la pression de certaines associations. Tout cela nous amène à une situation quasi explosive dans notre société qui peine à conserver le sens de la mesure et où on oppose trop souvent les promeneurs contre les chasseurs, les randonneurs contre les forestiers ou encore les défenseurs de la nature contre les éleveurs de moutons victimes de loups, comme c'est le cas dans mon département de Saône-et-Loire. Face à ces tensions croissantes, notre rôle de législateur est clair, trouver l'équilibre, refuser les caricatures, privilégier le pragmatisme et la concertation, plutôt que d'imposer des injonctions nationales souvent déconnectées des réalités locales, comme l'exemple de l'OFB qui affronte une défiance sans précédent actuellement. En ce sens, messieurs les rapporteurs, nous vous remercions pour votre recommandation et votre invitation à l'équilibre et à la concertation. J'ai peu de temps, mais je vais nourrir cette réflexion. Je veux vous partager ici un exemple de conflit d'usage que je connais bien. Dans le Morvan, les forestiers dont l'activité existait bien avant la création du parc régional se retrouvent aujourd'hui face à une avalanche de nouvelles contraintes. En effet, le projet d'extension du périmètre Natura 2000 en Saône-et-Loire va passer la surface protégée de 13 000 à plus de 50 000 hectares. Une décision lourde de conséquences pour la filière bois. Or, à ce jour, les professionnels restent dans le flou. Le manque d'information et de concertation est criant. Je souhaite, avec vous, que les travaux de la mission d'information qui nous réunit aujourd'hui puissent faire rapidement bouger les lignes pour des professionnels qui sont trop souvent stigmatisés. Vous l'avez compris, et pour terminer, je suis désireux, comme beaucoup ici, de rappeler encore une fois que la protection de la nature ne doit pas être l'otage d'idéologies et de militants qu'on peut qualifier d'extrémistes et qui refusent toute cohabitation avec les professionnels. En France, les espaces naturels sont multifonctionnels. Il est essentiel d'en respecter chacun des usagers. Je vous remercie. Merci. On poursuit avec Daniel Brulbois.
Merci Madame la Présidente. Chers collègues, au nom du groupe Ensemble pour la République, je tiens à vous féliciter, chers collègues, Monsieur Daniel Labaronne et Monsieur Emmanuel Bléry, pour la qualité de votre travail et de vos propositions pour mieux concilier les usages de la nature et la protection de la biodiversité. Préserver la nature, c'est protéger la vie et l'avenir de l'humanité. C'est une question essentielle, alors que les milieux naturels prennent une place grandissante dans la vie des Français et que leur fréquentation pour le loisir ou le sport est en augmentation, et c'est une bonne nouvelle, aux côtés des usages de production et du domaine du travail. Promeneurs, randonneurs, cyclistes, pêcheurs, chasseurs doivent trouver un terrain d'équilibre avec les agriculteurs, les éleveurs, les sylviculteurs, tout en tenant compte du fait, vous l'avez dit, que ces espaces ont un propriétaire, qu'il soit privé, collectivité ou État. Vous l'avez mentionné dans votre rapport, la cohabitation se passe bien. On constate une civilité naturelle au niveau local qui permet à nos concitoyens d'avoir un accès libre aux bienfaits et au bonheur que procure la nature, et c'est le cas dans le Jura de ces usages en bonne intelligence. Mais vous l'avez dit aussi, le moindre incident fait parfois l'objet d'une surmédiatisation du problème, et vous l'avez dit aussi, les conflits, le mot est fort, sont rares. Vous évoquez le respect des règles et la nécessaire exigence de sécurité, le sujet de la police, avec le vœu d'une meilleure coordination entre les divers intervenants qui sont très nombreux, il faut bien le dire, gendarmerie, OFB, police de la chasse, lieutenant de louveterie, police municipale. Que proposez-vous pour une meilleure coopération entre ces différents acteurs, pour que la formation soit plus fluide et complémentaire, mais aussi pour une meilleure communication avec le public? Vous le soulignez très justement, la surfréquentation de certains espaces naturels sensibles entraîne un piétinement et un tassement des sols, ce qui a de graves conséquences sur la biodiversité. Pensez-vous qu'il faudrait développer encore des outils de régulation du flux de visiteurs sur certains sites? Ces outils existent-ils? Et pensez-vous que les efforts de communication et de pédagogie sur ce sujet déjà entrepris sont suffisants? Vous le disiez, il faut éviter le cloisonnement et faire progresser la qualité du dialogue local avec des chartes ou des conventions, comme il en existe déjà, et c'est le cas dans le Jura, entre les fédérations de chasse, les collectivités et d'autres associations. Je voudrais soulever le cas des petites communes rurales qui, avec leurs associations foncières, AF ou ASA parfois, sont souvent volontaires, mais ont peu de moyens pour jouer ce rôle de médiateur pour mieux concilier les usages de la nature. Que pensez-vous que nous pourrions faire pour ces petites communes très volontaires? Je vous remercie. Merci. On poursuit avec Gabriel Amar. Merci, Présidente, messieurs les rapporteurs. La biodiversité, c'est le socle du vivant. Elle assure notre alimentation, notre santé et la stabilité de toute forme de vie. Sans elle, tout s'effondre. Pourtant, nous la détruisons à un rythme effréné sous prétexte de développement ou d'aménagement. Protéger la biodiversité, ce n'est pas un luxe, ni une contrainte à repousser à plus tard. C'est une nécessité vitale. Les extinctions des espèces sont de 10 à 1000 fois plus rapides que le rythme naturel selon l'Office français de la biodiversité. Le stress hydrique est croissant et les perturbations climatiques s'intensifient, provoquant sécheresse et inondations. Les dégâts sont déjà là et ils sont irréversibles. Dans votre rapport, vous parlez de la cohabitation entre différents usagers, mais la biodiversité ne disparaît pas à cause des randonneurs, des cyclistes ou des grands gibiers, pour vous citer. Elle s'effondre sous l'effet combiné de l'artificialisation des sols, de l'agriculture chimique, de la chasse démesurée, dont les effets sont ici minimisés, voire passés sous silence. Vous faites l'éloge de la chasse comme une activité anodine, voire comme le meilleur levier de la biodiversité, de la préservation de la biodiversité. Pourtant, selon la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, la chasse figure parmi les 3 principaux facteurs d'érosion de la biodiversité. Les chiffres sont accablants. Selon la Ligue pour la protection des oiseaux, la France détient le record du nombre d'espèces chassées en mauvais état de conservation en Europe, avec 20 espèces menacées de disparition, toujours autorisées à la chasse. Ce rapport reflète davantage les intérêts des lobbies de la chasse que la volonté populaire soucieuse de l'urgence écologique et du bien-être animal.
Les enquêtes d'opinion ne cessent de rappeler que les Françaises et les Français souhaiteraient que le dimanche soit un jour non chassé. 8 Français sur 10 le pensaient, selon les enquêtes de l'IFOP en 2022. Vous balayez ceci d'un revers de main. Enfin, nous notons une absence majeure dans ce rapport, celle des responsabilités de l'agriculture chimique, des pesticides et des PFAS dans la destruction des écosystèmes. Comment parler de conciliation des usages sans évoquer le rôle des industries agrochimiques dans l'effondrement de la biodiversité? La nature n'est pas une ressource à exploiter, ni un terrain de jeu à partager entre intérêts divergents. La nature est un commun du vivant et sa protection doit primer sur tout le reste. La conciliation des usages ne doit pas être un prétexte pour reculer encore sur la protection du vivant. La biodiversité ne se négocie pas, elle se défend. Et nous devons en être les garants. Alors, à la lecture de votre rapport, le groupe La France Insoumise, Nouveau Front Populaire, se demande si vous n'avez pas détourné le titre de la mission qui vous était confiée. Merci. Je donne la parole à Chantal Jourdan. Merci Madame la Présidente. Messieurs les rapporteurs, dans votre mission d'information, l'intervention dans la nature est érigée comme condition de préservation de la biodiversité. À ce titre, si l'on peut percevoir la chasse comme un moyen de régulation, gardons à l'esprit que c'est en raison d'une dérégulation des écosystèmes due à l'activité humaine que nous sommes amenés à une telle intervention auprès de la faune en milieu naturel. La surpopulation du gibier dans l'écosystème forestier s'explique par l'éradication humaine au cours des siècles passés de certaines espèces. C'est notamment la disparition de prédateurs naturels jugés dangereux qui a favorisé le développement des grands gibiers tels que les sangliers que nous tentons aujourd'hui de réguler. Si la biodiversité mérite une attention au niveau local, comme vous le précisez, qui peut se concrétiser par des actions de sensibilisation et de concertation, des actions à l'échelon national sont impératives. L'effondrement de la biodiversité nécessite la mise en place de mesures cohérentes et ambitieuses, telles que l'abandon des pesticides, des polluants, la restauration d'un grand cycle de l'eau, redonnant aux zones humides, aux haies, aux forêts leur rôle de régulation ou d'abri des espèces nécessaires aux vivants. Pourquoi ces mesures sont-elles absentes de vos propositions ? Aussi, pourquoi vouloir tourner davantage le rôle de l'OFB vers des missions de police de chasse alors que son rôle est essentiel dans la lutte contre une grande diversité de menaces contre l'environnement ? Enfin, à notre avis, pour mieux concilier les usages de la nature avec la protection de la biodiversité, il nous semble pertinent de réfléchir à mettre juridiquement sur un pied d'égalité la nature et l'humain. Aussi, reconnaître une personnalité juridique aux différentes composantes de nos écosystèmes pour mieux les protéger apparaît comme une solution appropriée pour relever le défi de la préservation de la biodiversité dans la situation de crise que nous vivons aujourd'hui. Je vous remercie. Je veux simplement dire que je vais m'absenter, mais j'écouterai la réponse à distance. Merci. Merci. Je donne la parole à Antoine Vermorel-Marquez. Merci Madame la Présidente, messieurs les co-rapporteurs, mes chers collègues, je tiens à vous remercier au nom du groupe de la droite républicaine pour les travaux que vous avez menés, le temps que vous y avez consacré pour notre commission. Votre mission se justifie par une double dynamique, à la fois l'augmentation nette de la fréquentation des espaces naturels par des usagers aux motivations diverses et une fréquentation en hausse depuis le Covid, et l'augmentation du cadre normatif régissant ces espaces naturels. Vous identifiez dans votre rapport 4 problèmes rencontrés sur le terrain: la surfréquentation des espaces naturels, la surfréquentation du gibier, les tensions entre les usagers et enfin la confrontation entre les exigences de biodiversité et d'aménagement du territoire. Comme vous, nous croyons au dialogue à l'échelle locale entre les différents usagers de la nature. Nous sommes souvent bien loin, dans notre circonscription, de la médiatisation et de la stratégie du buzz permanent sur les réseaux sociaux, souvent menée d'ailleurs par des acteurs urbains. Les efforts des chasseurs, mais aussi des agriculteurs, des randonneurs sont conséquents. Pour ma part, je ne vois pas d'opposition systématique entre ces usages. De nombreux agriculteurs sont d'ailleurs chasseurs, mais aussi randonneurs. Concernant le partage des usages, la France est marquée par la diversité de ses propriétaires et de ses gestionnaires. Les espaces naturels sont gérés par une variété d'acteurs, incluant des entités publiques et des propriétaires privés, ce qui complexifie souvent les droits d'accès. Vous identifiez des sources de conflits potentiels telles que la surfréquentation de certains sites et la surpopulation de gibier, et vous suggérez des solutions comme la régulation des flux et l'adaptation des plans de chasse. Car oui, souvent, il ne faut pas moins de chasse, mais plus de chasse.
Face aux dégâts incroyables du grand gibier, et je pense en tant que fils d'agriculteur aux dégâts des sangliers, combien de champs sont-ils ravagés après les semences, et combien de nuisibles continuent encore à proliférer dans nos territoires ruraux. Mais je le répète, pour nous, la bonne échelle, c'est la concertation locale. Nous ne devons pas opposer l'homme, ses usages et la biodiversité, surtout dans un contexte d'augmentation de la fréquentation de ces espaces naturels. Enfin, je voudrais vous interroger plus spécifiquement sur les moyens de la lutte contre l'agribashing, contre la chasse-bashing, contre la pêche-bashing aussi, dans un contexte de médiatisation et de buzz permanent. Je vous remercie. Merci. Je donne la parole à Julie Ozen. Merci Madame la Présidente. Monsieur les rapporteurs, chers collègues, nous discutons aujourd'hui des conclusions d'une mission d'information flash sur la conciliation des usages de la nature et de la protection de la biodiversité. Mission qui, à la lecture du rapport, aurait très certainement dû s'appeler mission flash visant à utiliser le prétexte de la préservation de la biodiversité pour sécuriser les pratiques de la chasse. Vous dites par exemple que les personnes auditionnées n'ont majoritairement pas plaidé pour l'instauration d'un jour sans chasse. Cela n'est pas bien étonnant. D'après nos convocations, vous avez auditionné quasiment 2 fois plus d'acteurs de la chasse et de l'armement que de la protection de la nature. Permettez-moi donc de douter sérieusement du caractère représentatif de cette affirmation, alors qu'un sondage de l'Ipsos estimait en 2022 que dans les communes rurales, 75% des gens soutenaient cette mesure. Qu'en dites-vous ? Par ailleurs, votre seconde recommandation est de continuer à garantir l'accès à tous les usages de la nature de manière simultanée. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'à l'heure actuelle, tous nos concitoyens ne jouissent pas du même droit en matière d'accès à la nature. En effet, depuis la loi 2023, le simple fait de se balader dans une forêt privée est passible de 750 € d'amende. Alors que 75% des forêts françaises sont privées, l'application de cette loi pourrait amener 45 millions de Français à être pénalisés pour une marche en forêt. Avez-vous pu auditionner les collectifs locaux engagés sur cette question ? Enfin, et de manière globale, vos conclusions semblent avoir 70 ans de retard par rapport à l'état des connaissances. Vous dites que des paysages et une biodiversité dégradée peuvent avoir, in fine, des conséquences économiques négatives, notamment sur l'agriculture. Ces conséquences sont avérées depuis des décennies. Dans les années 90, la surexploitation des stocks de morues à Terre-Neuve a provoqué le plus grave cas de licenciement collectif de l'histoire du Canada. Chez nous, en Europe, les pertes des récoltes liées au changement climatique ont triplé ces 50 dernières années et menacent tous les jours la viabilité économique des fermes. D'après la BCE, les 3/4 des entreprises européennes dépendent de manière critique des services rendus par la nature. La préservation de la nature n'est pas un usage ou une activité comme une autre. Notre société tout entière en dépend. Refuser de l'admettre et d'agir en ce sens, c'est condamner notre économie, notre agriculture, notre santé et nos conditions de vie. Je vous remercie. Merci. On poursuit avec Jimmy Pain. Merci Madame la Présidente. Quelques mots pour vous dire que d'abord demain, on aura une proposition de loi un petit peu pour essayer de venir à bout du frelon asiatique. Il y a quelques chiffres que je veux vous rappeler quand même, c'est que 30% de notre alimentation vient de la pollinisation et qu'il nous faut je crois que pour 1 kilo de miel, une abeille doit butiner entre 80 et 100 kilos de fleurs. Donc n'oublions jamais ces chiffres-là et n'oublions jamais que cette production, que cette biodiversité s'effondre et qu'elle est absolument vitale pour notre survie. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur la mer. On en a parlé un petit peu de l'importance et peut-être que l'océan peut être ce lieu de zone protégée, ce lieu de zone partagée sur lequel on devrait travailler dans le cadre peut-être de l'UNOC sur les zones de protection strictes pour la préservation du milieu marin. Je pense que c'est une chance pour tout le monde. C'est une chance pour la biodiversité et pour le monde de la pêche, parce que ce seraient des lieux où le poisson pourrait se reproduire et se régénérer. Je crois que c'est vraiment très important. Et donc nous aurons au mois de juin à Nice l'occasion d'avancer et de mettre la France un petit peu aux mêmes mesures et au même niveau de protection les océans que l'UICN qui a décidé un type de mesures conservatrices. Voilà, je vous remercie. Je crois qu'il faut qu'on essaye de travailler là-dessus. Et
et je crois que c'est presque encore plus facile, enfin c'est plus facile non, mais que l'océan, n'oublions pas qu'une respiration sur 2 vient de l'océan et que c'est un puits de travail et de carbone fantastique. Regardez, on a plutôt bien géré la gestion des langoustes sur la chaussée de Saint, de débarque en criée d'Audierne. On est passé de 20 à 60 tonnes parce que les pêcheurs se sont pris en main et eux-mêmes ont dit là ou là, il faut qu'on laisse la nature faire. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci. Je donne la parole à Anne-Cécile Violent. Merci Madame la Présidente, messieurs les rapporteurs, chers collègues. Tout d'abord, Madame la Présidente, je tiens vraiment à vous remercier d'avoir permis à notre commission de se saisir de ce sujet essentiel qu'est la protection de la biodiversité. C'est un sujet trop souvent négligé, sous-estimé, insuffisamment valorisé, alors même que cette biodiversité est la base du principe d'une seule santé, notre bien commun, notre patrimoine précieux, et tout simplement le garant de la vie sur Terre. Je tiens aussi à saluer le travail éclairant et approfondi mené par nos co-rapporteurs Emmanuel Bléry et Daniel Labaronne, qui permet d'éclairer avec précision les défis liés à la conciliation de ces usages de la nature et à la préservation de la biodiversité, tout en offrant un diagnostic clair et des propositions pragmatiques pour mieux cohabiter dans ces espaces que nous partageons. L'un des enseignements majeurs de ce rapport est l'importance de la concertation locale, vous l'avez dit et redit. Vous indiquez que les tensions entre usagers font souvent l'objet d'une médiatisation importante, mais ne sont pas véritablement représentatives des interactions sur le terrain, notamment grâce aux nombreuses solutions de concertation locale, associations de randonneurs, chasseurs, agriculteurs, collectivités. Tous sont capables de dialoguer et d'aménager ensemble des règles de bon usage adaptées aux réalités locales. Nous devons soutenir ces instances de concertation, de dialogue et mettre en exergue et faciliter la diffusion de ces bonnes pratiques. En résumé, la conciliation des usages de la nature et de la protection de la biodiversité nécessite une approche multidimensionnelle combinant la gestion durable, les politiques publiques, l'éducation et l'innovation. Cela passe par la mise en place de mécanismes qui encouragent l'harmonie entre les activités humaines et la préservation des écosystèmes. Enfin, cette préservation de la biodiversité n'est pas une contrainte, c'est un objectif partagé par tous dans un esprit d'intelligence collective, vous l'avez dit aussi. Et c'est dans cette logique que nous devons avancer en encourageant la responsabilisation des acteurs locaux et en garantissant un accès équilibré et raisonné à la nature. Je vous remercie. Merci. Et enfin, on termine avec Marc Chavant. Madame la Présidente, messieurs les co-rapporteurs, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier et à souligner la qualité de ce rapport. Je profite également de ce rapport pour évoquer des questions qui vont peut-être vous paraître un peu décalées, mais qui, à mon avis, méritent toute notre attention. Certains propriétaires privés, agriculteurs, forestiers ou autres, et certaines collectivités locales en milieu rural interdisent tout simplement l'accès à leur terrain pour plusieurs raisons légitimes. Ce n'est pas du tout pour abuser du droit à la propriété, mais c'est premièrement par crainte de créer des servitudes qui pourraient affecter leur propriété à long terme. Ensuite, il y a la difficulté de garantir une réparation rapide et efficace en cas de dégâts, en particulier devant les tribunaux. Et enfin, et c'est le point à mon avis le plus important, les propriétaires, qu'ils soient publics ou privés, redoutent la responsabilité civile, voire pénale, en cas d'accident sur leur terrain. Et ceci, même si des accords ont été conclus avec des associations ou des collectivités locales. Ces préoccupations soulignent l'importance de réfléchir davantage à ces questions pour trouver une solution équilibrée et sécuritaire. Je ne citerai qu'un exemple que je connais bien, puisque c'est un exemple dans ma propre commune. Une commune qui autoriserait l'accès à un site naturel se verrait, en cas d'accident répété, rapidement imposer la création d'une route pour permettre l'accès au secours, d'un parking et de zones de retournement, la pose d'un téléphone portable, même si c'est un site particulièrement enclavé, mais une zone pour téléphone portable ou avec des téléphones fixes pour pouvoir prévenir les secours, et j'en passe, enfin autant de mesures qui ne sont pas du tout à la portée d'une petite commune rurale et encore moins d'un privé. Voilà, donc à mon avis, si on veut que la nature puisse être accessible
à tous. Il faudrait réfléchir à ces questions et puis penser à quelques évolutions législatives. Voilà, je vous remercie. Merci. Nous avons 3 questions de 1 minute, donc on va les prendre avant que les rapporteurs répondent. Donc je donne la parole à David Magnier. Merci, excusez-moi. Merci Madame la Présidente. Cher rapporteur, je tiens à remercier justement les rapporteurs, M. Bléry et M. Labaronne, pour la qualité et la précision de leur travail. Bien que je n'ai pu assister qu'à une seule audition, votre présentation met en évidence un point central: la place et le rôle de l'Office français de la biodiversité dans la gestion des usages de la nature. Votre rapport souligne la nécessité de recentrer l'OFB sur la police de la chasse, notamment face à la chute de 87% des infractions relevées depuis la fusion avec l'ONCFS. Mais cette réorientation, bien que nécessaire, ne répond pas à l'enjeu principal. Au-delà des moyens, c'est la légitimité même de l'OFB qui est aujourd'hui contestée. L'affaire des dealers, ces propos tenus par un agent assimilant les agriculteurs à des trafiquants, a provoqué un tollé dans le monde rural, révélant une fracture plus profonde entre l'OFB et les usagers du territoire. Votre rapport propose des solutions, mais au-delà du redéploiement des effectifs, l'OFB peut-il rester centralisé alors que ses missions exigent une adaptation locale? Une gouvernance territorialisée ne serait-elle pas la clé pour en faire un médiateur plutôt qu'un facteur de tension et éviter une perte totale de crédibilité? Je vous remercie. Merci. Je donne la parole à Sylvie Ferrer. Oui, merci Madame la Présidente, messieurs les rapporteurs, chers collègues. Donc, sans connaître le titre de la mission d'aujourd'hui et avoir les conclusions sur les 11 propositions que vous avancez, cette mission aurait plutôt mérité le titre de chasse et biodiversité. Au moins, on aurait eu le débat sur le sujet, et alors que là, 5 propositions sont relatives aujourd'hui à la chasse. Bon, donc on reste plutôt sur sa fin dans votre rapport, notamment sur le thème du pastoralisme. Votre rapport constate, je cite, « Le pastoralisme présente des bénéfices certains pour limiter l'embroussaillement et pour maintenir l'ouverture des milieux naturels et la biodiversité, notamment la flore. Par là même, vous rappelez son importance ainsi que l'enjeu de préserver ses activités d'élevage. Or, le pastoralisme aussi doit affronter l'enjeu de l'articulation des usages de la nature par le truchement de la cohabitation entre les activités de loisirs et celles de gardiennage des troupeaux. Si vous mentionnez des initiatives locales, notamment entre certains parcs naturels régionaux et fédérations françaises de randonnée, peu de solutions concrètes sont avancées afin de garantir la bonne coexistence des pratiques en zone de montagne. Sur la question précise du pastoralisme, quelles sont vos recommandations? Je vous remercie. Merci. Je donne la parole à Dominique Voynet. Merci Madame la Présidente. Ce rapport est effectivement plus un rapport consacré à la forêt et à la chasse qu'à la biodiversité et à la conciliation des usages. Et il dit plus du biais cognitif qui a présidé à sa production que de la réalité et de la diversité des situations auxquelles nous sommes exposés. Je suis notamment étonnée que l'Association des maires ruraux et l'Association des communes forestières n'aient pas été auditionnées. Ça nous aurait permis de creuser davantage la question de l'entretien des réseaux de chemins ruraux, par exemple, ou de la question de la sécurité en forêt quand tant d'arbres sèchent sur pied sur fond de ravageurs et changement climatique. Vous avez plaidé pour qu'on trouve un équilibre, qu'on évite des affrontements débiles au sens de faible, de débolé. Et je voudrais ici plaider pour que cessent les campagnes de dénigrement scandaleuses qui sont menées contre l'OFB de la part d'un candidat à la présidence d'un parti de la majorité. Face à l'agribashing ou à la chasse-bashing, l'écolo-bashing doit cesser aussi. Je crois que c'est une urgence. Merci. Je donne la parole au rapporteur. Merci Madame la Présidente. Merci mes chers collègues pour votre lecture attentive de notre rapport et vos questions pertinentes. Permettez-moi de répondre rapidement. Ensuite, Emmanuel Bléry complétera bien évidemment les réponses. Il m'a autorisé à passer en premier parce que j'ai une contrainte, je dois me rendre en commission des finances, mais je pense que c'est bon en termes de timing. Alors, peut-être vous dire que, à propos de biais cognitifs, et la question de la chasse, il se trouve que je suis président du groupe d'études chasse et pêche à l'Assemblée nationale, donc c'est peut-être ce raccourci que vous faites, mais il me semble que justement on n'a pas voulu focaliser sur la question de la chasse dans ce rapport, même si on en parle, parce que... Allez-y, chers collègues,
Je ne sais pas comment ça se passe en développement durable. Non, il n'y a pas d'échange. D'accord. Ok. Allez-y. Mais bon, bien évidemment, on a parlé de la chasse puisque c'est un usage comme un autre des espaces naturels. Peut-être vous dire, Madame la Ministre, que nous avons auditionné les représentants de l'Association des maires ruraux de France. Il se trouve peut-être que vous n'avez pas vu la liste exhaustive de toutes les personnes que nous avons auditionnées. Et à une observation qui nous a été faite, selon laquelle nous avions auditionné beaucoup de représentants de la chasse, peut-être vous dire que nous avons auditionné les représentants de la FNE, du WWF, de la LPO, de la Fédération de rando, de vélo, d'équitation. Nous avons rencontré également des associations, notamment celles concernant les animaux, la protection des animaux en Savoie. Bon. Mais à la question, c'est quand même curieux ça, les personnes que vous avez auditionnées ont signalé qu'il n'y avait pas de tant de conflits d'usage que ça. Voilà, nous nous rendons compte de nos auditions. Alors, bien évidemment, vous pouvez nous dire, avec une liste qui n'est pas tout à fait exhaustive, mais vous n'avez pas auditionné des gens qui pouvaient être en contradiction avec vos propres propos. Je crois que si, nous avons fait le job, et de manière honnête et scrupuleuse. Sur la question de la surpopulation des gibiers, peut-être rappeler que ce n'est pas seulement la conséquence de la pratique humaine, des activités, soit agricoles, soit cynégétiques, c'est aussi un problème de réchauffement climatique qui est tout à fait documenté de ce point de vue. S'agissant, et je reste sur le thème de la dégradation de la biodiversité, nous avons auditionné le directeur de l'OFB qui nous rappelle que les principaux facteurs de dégradation de la biodiversité, c'est le changement d'usage des sols. Et vous avez raison, la question de l'artificialisation, c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place le ZAN. Hein, voilà. Le réchauffement climatique, la surexploitation des ressources, bien sûr. Les pollutions diverses et enfin les espèces exotiques envahissantes. Donc nous n'avons pas du tout occulté ces aspects-là, nous les avons évoqués en filigrane dans notre rapport. Peut-être dire qu'on ne pouvait pas tout aborder dans cette mission flash, par définition. Nous avons fait des focus. La question de l'agriculture, la question de l'eau, de l'adaptation au changement climatique. Je crois savoir que dans votre commission, vous conduisez beaucoup de travaux sur ces sujets-là. Donc c'était peut-être pas la peine, dans notre mission, que nous revenions sur ces aspects-là. Rappelez que s'agissant du fait d'aller se promener en forêt, la loi, je crois que ça a été évoqué, la loi d'engrillagement n'interdit pas la possibilité d'aller se promener en forêt si le propriétaire d'une forêt n'enclôt pas sa parcelle. Et s'il donne l'autorisation à des promeneurs, comme ça se fait très très souvent d'ailleurs, de pouvoir se promener. Bon, sauf que, voilà, s'il y a une activité civicole ou s'il y a une activité cynégétique, on demande bien évidemment au propriétaire d'informer par le panneautage qui a ce type d'activité. Et généralement, ça se passe bien. Enfin, la plupart des acteurs que nous avons rencontrés nous l'ont indiqué. Alors, sur la question de l'économie des espaces naturels, j'aurais 70 ans de retard. J'ai peut-être 70 ans d'avance, parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas d'analyse théorique ni empirique qui relève de l'analyse économique académique. Bon, il se trouve que je suis prof d'université en sciences économiques. Alors, j'ai peut-être un biais cognitif, ça, sans doute. Mais j'ai constaté qu'il n'y avait pas ce type d'analyse, et je le déplore. Parce que autant on s'intéresse beaucoup à la question du dérèglement climatique et de ses impacts économiques sur les activités, la question de la biodiversité, de ce point de vue, n'est pas abordée de la même manière. Donc moi, je propose qu'on aborde l'économie des espaces naturels pour avoir une approche, comment dirais-je, qui permette de prendre en compte le coût de la dégradation de la biodiversité. Donc vous devriez être plutôt favorable à ce genre d'approche qui n'existe pas. Ou alors, sauf bien évidemment à évaluer les conséquences de la dégradation de telle ou telle espèce, sans doute. Mais il faut avoir une approche globale, une approche systémique, une approche qui envisage tous les aspects positifs et négatifs de la question de la biodiversité.
S'agissant du pastoralisme, chers collègues, il y a une mission en cours. Donc on n'allait pas empiéter sur cette mission. Enfin, on a souhaité faire des focus sur un certain nombre de sujets, mais sans déborder sur notre périmètre d'études, parce que la qualité du travail qui est fourni dans cette commission montre que voilà, tous ces sujets-là sont abordés par ailleurs. Voilà ce que je souhaitais dire rapidement à la suite de vos questions très, très pertinentes et dont je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Merci chers collègues pour vos questions, vos analyses, vos suggestions parfois. On a abordé plusieurs sujets ce matin, en tout cas vous avez abordé plusieurs sujets, la cohabitation, on a parlé du loup, on a parlé de l'OFB, on a parlé de la chasse, peut-être aussi certains d'interdire la chasse le dimanche. Je rappelle qu'une proposition de loi avait été donc ici déposée en commission il y a quelques temps, en 2022 je crois, sur ce sujet, balayé d'un revers de la main pour une majorité des députés présents. Je vais revenir donc sur ces thématiques, si vous me le permettez. Le sujet du partage ou de la cohabitation de la nature, justement. Je ne vais pas revenir sur les propriétés, ça a été largement évoqué par Daniel tout à l'heure, mais je crois que la France a un modèle unique au monde, et on devrait vraiment s'en féliciter dans nos forêts, donc notamment nos forêts domaniales, et même dans nos forêts privées, dès lors que le propriétaire le décide. Nous cohabitons parce que nous savons le faire, nous savons cohabiter, les Français discutent entre eux, on est capable le même jour d'aller chasser, d'aller à la cueillette aux champignons et pourquoi pas faire du vélo et de la randonnée. C'est un fait. Si vous comparez, parce que parfois on compare la France à d'autres pays de l'Europe occidentale et même parfois d'autres pays du monde, dans l'ensemble des pays du monde, on ne cohabite pas dans les forêts. C'est-à-dire qu'il y a des forêts par thématique. Il y a une forêt où on chasse, une forêt où on randonne, et une forêt où on va à la cueillette aux champignons. Moi, je crois qu'il faut préserver ce modèle, et encore une fois, ce que l'on annonce, c'est issu typiquement de nos travaux, c'est-à-dire que les gens que nous avons interrogés, les entités que nous avons interrogées, et j'appuie le propos de Daniel, on a eu effectivement le monde cynégétique autour de la table, mais nous avons eu beaucoup d'associations environnementales qui sont venues se prononcer, et aucun d'entre eux n'a proposé de partager la nature, mais plutôt de cohabiter. La question de l'OFB, évidemment, personne ne remettra ici en cause le travail des agents publics, des fonctionnaires qui sont chargés d'appliquer les règlements et les lois. Personne ne s'attaque aux fonctionnaires. Par contre, on peut avoir une analyse vis-à-vis de la doctrine d'emploi de l'OFB et de ses missions. En tout état de cause, aujourd'hui, et là je vous ramène à un rapport sénatorial qui date du mois de septembre 2024, l'OFB souffre d'un déficit d'image, parce que, encore une fois, je crois que la formation, la doctrine d'emploi n'est pas à la hauteur des attentes des Français. Alors évidemment qu'il faut accompagner le monde rural dans la transition écologique, mais peut-être que cela, et ça c'est mon avis personnel, ne doit pas se faire d'un point, comment dirais-je, avec cette volonté à chaque fois punitive qui est, je crois, engagée. Je m'explique. Nous sommes, je pense, demain tout à fait capables d'avoir cette entité, donc l'Office français de la biodiversité, qui est vraiment l'outil spécialisé pour l'État en la matière, mais on pourrait y avoir en interne, donc du coup, plusieurs entités, plusieurs services, peut-être un service effectivement chargé de la police de la chasse, et justement nos travaux ont démontré que l'OFB a quitté les missions de police de la chasse pour s'appuyer sur finalement des bénévoles, notamment des lieutenants de louveterie, les fédérations départementales, donc les agents de développement de ces fédérations. Et je crois qu'à un moment donné, si vous voulez, c'est un peu comme partout, quand on laisse faire, quand les règles ne sont pas contrôlées et appliquées, il peut y avoir des débordements. Donc
on a, je crois, proposé cela, de redéployer l'OFB à des missions de police de la chasse. Et évidemment, dans les missions de police de la chasse, il nous faut des agents non seulement protégés juridiquement, donc d'un point de vue de leur assermentation, et c'est le cas, et en même temps des agents armés, évidemment, puisqu'ils vont devant de faits de ce qu'on appelle chasse sur autrui, en d'autres termes, des faits de braconnage. Et tout ça émane directement de l'entité précédente qui s'appelait ONCFS. Par contre, nous sommes, je crois aussi, capables d'avoir une entité en interne qui ne soit pas armée et qui ne soit pas, je dirais, qui n'ait pas de compétences forcément judiciaires, mais qui accompagne le monde rural, tout simplement, qui va au-devant du monde rural, au-devant des agriculteurs, au-devant des maires ruraux, de fait sans armes, et de fait pour évidemment se mettre autour de la table avec les élus locaux et échanger sur la biodiversité et les conseiller. Voilà, plutôt que d'arriver le matin avec une doctrine d'emploi, je crois, qui n'est pas adaptée à la ruralité. Quand on voit arriver effectivement un agent de l'OFB, et quand on est agriculteur ou maire rural, on se lève de bonne heure le matin, on se couche très tard le soir, on ne compte pas nos heures, avec la main sur l'arme à la ceinture, ça peut paraître impressionnant, et je crois vraiment qu'il y a un déséquilibre dans la doctrine d'emploi. Pour revenir rapidement à la chasse globalement, et puis donc à la chasse le dimanche, rappeler aussi que, j'avais dit en propos liminaire, que le droit de chasse émane directement de la Révolution. Et ça, encore une fois, c'est incomparable à d'autres pays d'Europe occidentale ou à d'autres pays tout court. Les chasseurs eux-mêmes nous ont dit et clairement affirmé qu'ils ne veulent pas devenir des agents régulateurs. Parce que se lever le matin, le dimanche matin, et aller tirer sur le gibier, rentrer chez soi, ce n'est pas intéressant pour eux. Il y a tout ce qui tourne autour de la chasse, évidemment. Alors, il y a la camaraderie, il y a l'échange, et puis c'est le moment où on peut évidemment partager la nature avec peut-être des gens qui viennent d'autres milieux sociaux, qui viennent d'autres territoires. Et pour ce faire, seul le dimanche existe, puisque c'est véritablement le jour où peut-être, à part les services publics, on travaille le moins. Voilà pour faire un peu le tour vis-à-vis de vos questions. Et je crois que ce rapport a pu démontrer quelque chose. Évidemment, c'était une mission flash. Donc on a fait, bien sûr, avec les contours d'une mission flash. Et je me félicite vraiment de ce travail. Si vous voulez, on est dans une société aujourd'hui où on tenterait de faire un peu cliver toutes les choses, les hommes aux femmes, les patrons aux ouvriers, les grands aux petits, les riches aux pauvres, les ruraux aux urbains. J'entends cela de la part de certains d'entre vous, finalement, mais je crois que ce rapport démontre que les Français ont la volonté de cohabiter et de gérer les problèmes en discutant, en échangeant, et surtout d'un point de vue local. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je voulais sincèrement vous remercier pour votre travail et je crois que c'est important que la commission puisse se saisir de ces sujets. Donc merci beaucoup pour vos propositions et ce travail de la mission Flash. S'agissant d'une mission Flash, la commission, elle n'a pas autorisé la publication d'un rapport, il n'y a pas de vote. La synthèse a été distribuée et sera mise en ligne à l'issue de la réunion, de même que le texte de la communication des rapporteurs. Merci beaucoup. On fait une courte pause de une minute pour qu'on puisse passer à la
Super. Bien, chers collègues, nous en venons au second point de notre ordre du jour, l'examen d'une proposition de résolution européenne sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil. Il s'agit de la prévention des pertes de granulés plastiques en vue de réduire la pollution par les microplastiques. Je remercie Philippe Bolo d'avoir mis en avant en cette année de la mer la question de la pollution par les microplastiques et en particulier par les granulés de plastique industriel. Je sais que beaucoup d'autres collègues dans cette commission sont également mobilisés sur le sujet. Si l'expression du 6e continent est bien connue pour décrire l'ampleur de la pollution au plastique, le fait que 0,5% du poids de notre cerveau soit désormais formé de plastique devrait vraiment nous alarmer. La proposition de résolution européenne qui nous est soumise aujourd'hui exprime la convergence de différentes démarches parlementaires, des travaux de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques à l'automne dernier sur les impacts des plastiques sur la santé humaine, une résolution européenne du Sénat, une proposition déposée par Philippe Bolo et co-signée par une quarantaine de députés de différents groupes adoptée par la Commission des Affaires européennes le 19 février dernier. La France est en pointe sur la prévention des pertes accidentelles de granulés plastiques industriels. Il est vraiment important que le Parlement envoie un message fort et convergent pour appeler à un progrès de la réglementation européenne et une plus forte harmonisation. La Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil ne sont pas complètement alignés sur certains points du projet et l'expression des États membres doit donc compter. Nous aurons l'occasion de porter ce message aussi à Madame Roswell, commissaire européenne chargée de l'environnement, qu'une délégation de notre commission rencontrera demain. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci pour votre accueil dans cette commission, auquel j'ai plaisir de participer aujourd'hui. Merci aussi pour l'inscription de ce sujet au débat. Merci également aux 39 co-signataires de la résolution, issus de 8 des 11 groupes de notre Assemblée nationale. Et pour terminer les remerciements, je me tourne vers Madame Pagua pour son aide à la réalisation des travaux qui étaient nécessaires avant de vous présenter donc aujourd'hui ce projet de résolution. Alors, mes chers collègues, vous n'êtes pas sans avoir remarqué que les objets plastiques sont désormais omniprésents dans notre quotidien, faisant que la production de plastique au niveau mondial est passée de 460 millions de tonnes en 2020 et pourrait atteindre et dépasser le milliard de tonnes en 2050. Les usages du plastique concernent notre quotidien, comme je viens de vous le dire. Ils sont parfois essentiels, vous le considérez, vous le voyez vous-même, et parfois ils posent des questions quant à leur essentialité et peuvent nous questionner. Parmi les plastiques essentiels, évidemment, tous ceux qui relèvent des applications dans la santé, dans la mobilité décarbonée, dans la production des énergies renouvelables ou encore dans l'isolation des bâtiments, pour ne citer que quelques exemples. Et sur des sujets qui questionnent davantage, évidemment, vous le savez, celui des emballages et aussi celui de la fast fashion, puisque les vêtements synthétiques sont faits de matière plastique. Et ce n'est pas Anne-Cécile Violent qui va me contredire sur le sujet. Et j'espère que le texte qu'elle avait fait voter à l'unanimité ici à l'Assemblée nationale pourra passer très rapidement au Sénat. Alors, ces constats étant posés, couplés au fait que ces plastiques ne s'inscrivent pas véritablement dans une économie linéaire, puisqu'un certain nombre d'entre eux ne sont pas, une grande partie d'entre eux ne sont pas recyclés, eh bien, on augmente, chaque fois qu'on augmente la production de plastique, on augmente aussi la production de déchets plastiques. Et cela engendre deux problèmes. Une nécessité de gestion avec des coûts et parfois des fuites dans l'environnement qui présentent donc deux aspects de pollution que vous connaissez bien dans votre commission. Une pollution par les macro-déchets plastiques et aussi une pollution par les microplastiques. Et c'est bien là l'objet de la résolution que nous examinons aujourd'hui. Parce que parmi les sources des microplastiques, il y a les granulés de plastique industriels. Alors il s'agit de quoi pour ceux qui connaîtraient moins, mais je suis persuadé que vous êtes tous au fait de la situation. Il s'agit de ces petites sphères de plastique brutes qui sont utilisées par les fabricants d'objets de nos quotidiens. Et chaque fois que ces granulés sont utilisés sur l'ensemble de la chaîne de valeur industrielle des plastiques, de leur fabrication, de leur conditionnement, de leur transport, de leur manipulation pour la fabrication des objets jusqu'au recyclage qui passe aussi par ces formes de granulés, eh bien, il y a des risques de perte dans l'environnement. Et à l'échelle européenne, un rapport de la Commission européenne montre que ces pertes sont évaluées entre 52 000 et 184 000 tonnes. Alors l'échelle est vaste, mais elle montre justement qu'il faut aussi s'intéresser au sujet. Et quand vous considérez qu'il y a 1 million de granulés par 25 kilos
de ces granulés. Vous imaginez la quantité qui est perdue dans l'environnement avec des impacts qui ne peuvent être négligés. Ces impacts, c'est ceux sur la biodiversité. On vient d'en parler dans le texte précédent qui a été examiné par la Commission. Ce sont aussi des impacts sur la santé. Vous l'avez signalé, Madame la Présidente, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques s'est penché sur le sujet à la fin de l'année dernière. Et c'est aussi des impacts économiques au travers de l'image des territoires qui est complètement évidemment dépréciée, du coût des nettoyages pour les collectivités concernées et parfois des impacts sur les activités de pêche. Et je voudrais insister sur cette dimension territoriale. Ce n'est pas des sujets qui sont à l'autre bout de la planète, c'est des sujets qui nous concernent. Souvenez-vous ce qui s'est passé aux hivers 2022 et 2023 en région Pays de Loire et en région Bretagne, au mois de janvier, avec l'arrivée massive de ces granulés sur les plages constituant des marées blanches qui ont fait que des présidentes et des présidents de région, des maires, ont déposé plainte contre X parce qu'il est important, et je crois que ça fait aussi partie de l'intérêt de ce que nous étudions aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas laisser les collectivités territoriales seules face à la gestion de ces pollutions et aux coûts qu'elles engendrent pour les nettoyer. Alors en réponse, la Commission européenne, depuis 2023, travaille sur le sujet et a mis en place un projet de règlement pour prévenir les pertes de granulés industriels dans l'environnement. Cette démarche s'inscrit évidemment en cohérence avec le pacte vert, avec le plan d'action pour une économie circulaire et le plan d'action vers la pollution zéro. Et c'est bien de cela dont nous allons parler aujourd'hui. En France, eh bien, on n'est pas en retard, on est même plutôt en avance, grâce à la loi AGEC de 2020 et son article GPI qui vise des sites stockant plus de 5 tonnes de granulés et qui leur préconise un certain nombre de procédures et de bonnes pratiques. Donc nous sommes avec le projet européen et la résolution que nous examinons aujourd'hui devant un double défi, un double atout, qui est celui de la préservation de l'environnement, la réduction des impacts de ces marées blanches et l'harmonisation des obligations qui s'imposent aux entreprises dans l'ensemble de l'espace européen. La proposition de résolution que nous examinons a une histoire. Elle débute cette histoire au Sénat avec les collègues LR Marta de Cidrac et PS Michael Weber qui déposent eux-mêmes une proposition de résolution qui est adoptée à l'unanimité le 17 janvier 2025. Il nous a semblé important d'inscrire l'Assemblée nationale en cohérence avec cette démarche sénatoriale et donc de porter une même résolution ici à l'Assemblée nationale qui a été adoptée en Commission des affaires européennes le 19 janvier dernier, qui est donc examinée par notre Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire aujourd'hui. Et je souhaite vraiment que l'Assemblée nationale suive le chemin du Sénat pour renforcer la position française, vous l'avez dit, Madame la Présidente. Pour me diriger vers la fin de ma prise de parole, que dit cette proposition de résolution dans les grandes lignes? Il ne s'agit pas de revenir sur chacun des 90 alinéas dont vous avez pu prendre connaissance, mais dans les grandes lignes, évidemment, c'est le soutien à la préservation des fuites de granulés dans l'environnement. C'est la demande d'une meilleure prise en compte du coût des marées blanches pour les collectivités territoriales qui doivent en assumer seules aujourd'hui la gestion et le coût de nettoyage. C'est aussi une harmonisation des règles, je vous l'ai déjà dit, à l'échelle européenne pour une concurrence équitable. Aujourd'hui, en France, pèsent sur les entreprises françaises des obligations pour celles qui manipulent des granulés, alors que ce n'est pas nécessairement le cas dans les pays voisins. La démarche de la Commission européenne est évidemment de mettre tout le monde au même niveau. Évidemment, le transport maritime est très important et la résolution demande à ce que le champ du règlement européen s'applique au transport maritime. Et quelque chose qui est aussi essentiel, et je conclurai par ça sur les points fondamentaux de cette résolution, c'est l'obligation de la demande de déclaration des pertes accidentelles lors des opérations de transport. C'est absolument nécessaire. Vous avez vu tout à l'heure que le chiffrage européen est imprécis, que le règlement européen vise à ce qu'il y ait une meilleure quantification de ces pertes, que les collectivités soient mieux aidées. Donc tout cela passe à un moment donné par la connaissance des pertes, et notamment celles qui sont liées au transport. Alors que faut-il connaître? Il faut connaître le lieu de ces pertes, les dates des pertes, les quantités évidemment associées, les polymères concernés, la forme des granulés et évidemment sans oublier les expéditeurs et les destinataires de ces transports. Pour conclure, donc une proposition de résolution qui met aussi en évidence des points sur lesquels il va falloir que la France tienne une position forte pour pouvoir avoir le texte le plus ambitieux possible. Et alors ces points d'attention particuliers sont au nombre de 4. Le premier, c'est sur les seuils retenus. Quand on regarde AGEC, on nous parle de 5 tonnes stockées, alors que le projet de règlement évoque plutôt 1000 tonnes manipulées. Il va falloir mettre ça d'équerre et évidemment tendre vers quelque chose qui soit le plus proche possible d'AGEC.
Deuxième point de divergence qu'il va falloir trancher, celui du champ d'application dans la définition de ceux qui sont concernés. La loi AGEC parle de site industriel alors que le projet de règlement européen parle d'opérateur économique. Vous voyez qu'il y a des nuances à préciser pour que le dispositif soit le plus opérationnel et efficient possible. Ensuite, l'intégration du transport maritime est absolument indispensable au travers de recommandations sur l'amarrage des conteneurs, leur positionnement sous le pont des navires et parfois l'utilisation de conteneurs spécifiques. Et puis, s'agissant du sujet des contenants, qui est aussi régulièrement évoqué, il y a un sujet de résistance qui est absolument important, plutôt que leur volume, leur forme, leur matière. Le sujet de leur résistance aux objets contendants lors des manipulations des transports me semble absolument important. Je ne voudrais pas être plus long que cela pour laisser la place au débat. Donc voilà, mes chers collègues, le projet de résolution que je vous invite à voter aujourd'hui et sur lequel nous allons maintenant débattre. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Donc on en vient aux orateurs des groupes et je vous donne la parole à Timothée Houssin. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Voilà pour une fois un objectif qui devrait faire l'unanimité sur nos bancs, celui de réduire la pollution liée aux microplastiques. Les particules de microplastique inférieures à 5 mm sont une pollution persistante qui s'éparpille, est mouvante et est extrêmement difficile à éliminer dès lors qu'elle s'est répandue, notamment car la très large majorité de ces déchets ne sont pas visibles en raison de leur taille. On les retrouve dans les mers. Ces dernières années, les côtes du Finistère, de la Vendée, de Loire-Atlantique ou de la Gironde ont été touchées par des déversements massifs. On les retrouve dans nos cours d'eau et dans le sol, puisque les 3/4 des sols français analysés sont touchés. On les retrouve dans le corps des animaux, mais aussi dans le corps humain. Ces microplastiques posent donc des problèmes environnementaux, en particulier pour la biodiversité, mais aussi pour la santé de nos compatriotes. En effet, nous buvons des microplastiques, étant donné qu'on en retrouve à présent dans 80% des eaux du robinet, et nous en avalons tout de même 5 grammes par semaine et par Français. La production de granulés utilisés pour la fabrication de toutes sortes d'objets plastiques se compte en millions de tonnes annuelles, et sa croissance continue d'être exponentielle. La majorité de ces pollutions est due à des pertes involontaires de microbilles qui représentent tout de même 50 à 200 000 tonnes par an. Au vu des difficultés à traiter les conséquences de ces pollutions et à collecter les microplastiques partis dans la nature, la méthode la plus logique et la plus économique est évidemment de lutter contre les causes de ces pertes, comme le propose ce texte. Par ailleurs, pour une fois, l'Europe est un échelon d'action pertinent, même s'il semble nécessaire de prendre des mesures au niveau mondial, à l'heure où 85% de la production mondiale de plastique a lieu en dehors de l'Union européenne. Nous sommes certes favorables à prendre des mesures pour que la France et ses entreprises luttent contre la pollution liée aux microplastiques, mais aussi à limiter tant que possible les surtranspositions qui exposent nos entreprises à des contraintes plus drastiques que leurs concurrents européens. Aujourd'hui, la France est le seul pays de la planète à avoir mis en place une réglementation contraignante sur les pertes de granulés plastiques industriels. Il est nécessaire que nous imposions des obligations à nos entreprises de production et de transport de granulés de plastique industriels comme nous le faisons déjà, mais il est également indispensable que nos concurrents étrangers soient eux aussi soumis à des législations en la matière, ce qui est l'objet du texte que nous étudions aujourd'hui, c'est pourquoi nous le soutiendrons. Merci, je donne la parole à Sophie Panonacle. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. La mer est le vaste réservoir de la nature. Ces mots de Jules Verne, écrits il y a plus de 150 ans, résonnent encore aujourd'hui alors que nous faisons face à l'un des fléaux les plus insidieux de notre siècle, la pollution par les microplastiques. Chaque année, des milliards de granulés plastiques, ces larmes de sirènes issues des chaînes de production, se dispersent dans l'environnement. Invisibles ou presque à l'œil nu, ils s'infiltrent dans nos sols, nos rivières et inévitablement dans nos océans. Aujourd'hui, il n'existe plus un seul espace marin qui ne soit touché. Des plages du bassin d'Arcachon aux abysses du Pacifique, en passant par l'Arctique et l'Antarctique, les microplastiques se retrouvent partout. Ils s'accumulent dans les organismes marins, remontent la chaîne alimentaire et menacent non seulement la biodiversité, mais aussi notre santé. Nous ne pouvons plus fermer les yeux et nous taire. Aussi, la proposition de règlement européen que nous examinons aujourd'hui constitue une avancée remarquable. Elle impose des mesures de prévention, de traçabilité et de contrôle. Le transport maritime joue en effet un rôle non négligeable dans la dispersion des granulés plastiques, notamment en raison des pertes de conteneurs en mer. Face à cette menace environnementale, la France, en tant que grande puissance maritime, doit être à l'avant-garde du combat. Elle doit plaider au sein de l'Union européenne et de l'Organisation maritime internationale pour un cadre réglementaire renforcé.
Mais l'enjeu de la pollution marine est encore plus vaste. En juin prochain, la France accueillera à Nice la 3e conférence des Nations Unies sur les océans. Ce rendez-vous doit être une étape décisive pour accélérer la lutte contre la pollution plastique et acter des engagements concrets. Nous devons notamment y porter une voix forte pour que le traité pour la protection de la haute mer et de la biodiversité marine entre rapidement en vigueur et pour que la négociation en cours sur l'élimination de la pollution plastique d'ici 2040 ne s'enlise pas. La reprise des discussions sur la pollution plastique est annoncée dans la foulée d'un accord sur le financement de la sauvegarde de la nature dans le cadre de la COP16 des Nations Unies sur la biodiversité. Une session supplémentaire de négociations pour parvenir à un traité international réduisant la pollution plastique dans le monde se tiendra du 5 au 14 août à Genève sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies pour l'environnement. Par ailleurs, la conférence de Nice doit aussi être l'occasion de réaffirmer notre engagement contre l'exploitation des grands fonds marins, une ligne rouge que la France a déjà clairement tracée. Enfin, nous devons renforcer la coopération scientifique internationale pour mieux surveiller l'état de santé des océans et améliorer notre connaissance de ces pollutions. Le programme prioritaire de recherche Océan et Climat porté par l'IFREMER et le CNRS, ainsi que le développement du jumeau numérique de l'océan sont des outils précieux qui doivent être soutenus. Nous avons ouvert hier le Conseil national de la mer et du littoral lors d'une séance plénière et c'est un sujet sur lequel nous travaillerons avec l'ensemble des membres. Protéger l'océan, c'est donc protéger notre avenir. La mer n'est ni une décharge, ni une ressource inépuisable. Elle est notre bien commun et il est de notre responsabilité de la préserver. Le groupe Ensemble pour la République soutient sans réserve cette proposition de résolution européenne. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je donne la parole à Anne Stenbach-Terrenoir. Merci Madame la Présidente. En 2022, la 6e limite planétaire a été franchie. La pollution plastique et chimique a atteint le point de non-retour. La quantité de plastique dans les océans est estimée aujourd'hui entre 75 à 199 millions de tonnes. Et tout le monde a en tête sa tragique illustration, le catastrophique 7e continent de plastique, cette plaque de déchets grosse comme 6 fois notre pays qui évolue dans l'océan Pacifique. Les particules plastiques s'accumulent et se répandent partout, y compris dans les milieux les plus reculés, menaçant les précieux et fragiles récifs coralliens comme les profondeurs marines. Et les premières victimes, ce sont les animaux marins. 90% d'entre eux ont déjà ingéré du plastique. 60% des poissons étudiés dans le monde contiennent des microplastiques, 95% dans certaines régions. Et chaque année, plus d'1 million d'oiseaux marins meurent par overdose de plastique. À l'heure de l'effondrement de la biodiversité, lutter contre la pollution plastique est donc un enjeu absolument majeur et nous avalons nous-mêmes 5 grammes de plastique par semaine. Dans ce cadre, nous soutenons cette proposition qui s'attaque aux pertes de granulés plastiques industriels et qui est évidemment un pas dans la bonne direction. Chaque année, des dizaines de milliers de tonnes de pellets, ces petits granulés plastiques utilisés pour produire l'ensemble des objets en plastique, s'échappent dans la nature, notamment pendant le transport maritime, comme en témoignent les marées blanches de microbilles plastiques qui se déversent parfois sur nos côtes. Nous partageons le soutien au principe du pollueur-payeur défendu par cette proposition, le fait que le coût ne repose plus sur les collectivités, et nous soutenons ainsi la demande d'un contrôle plus rigoureux en matière de perte et fuite de granulés de plastique et donc la nécessité d'inspection régulière par les autorités compétentes. Mais cela pose évidemment la question des moyens humains et financiers alloués aux autorités de contrôle. Or, le gouvernement ayant passé par 49.3 un budget qui sacrifie particulièrement l'écologie, je ne suis pas sûre que la France mette les moyens pour y prendre sa part. Et j'en arrive aux limites de ce texte et notamment son périmètre extrêmement restreint. Selon plusieurs estimations, entre 6 et 10% de la production mondiale de plastique finit dans les océans sous forme de déchets marins. Or, vous l'indiquez dans votre texte, la production de plastique a connu une croissance exponentielle depuis le début des années 50, passant de 1,5 million de tonnes à 414 millions en 2023, avec la perspective d'un doublement de cette production déjà titanesque d'ici 2050. Et si la production de matières plastiques en Europe a eu tendance à baisser ces dernières années, comme vous le soulignez, c'est malheureusement compensé par nos importations de produits contenant du plastique. Et voilà le cœur du problème, c'est qu'au-delà des granulés industriels, les déchets plastiques de toute taille deviennent des microplastiques en se dégradant sous l'effet du sel, des ultraviolets et de l'eau. Donc l'enjeu premier, c'est quand même la réduction de l'usage du plastique, notamment l'interdiction des plastiques à usage unique, pour commencer, avec le développement de l'emballage en verre, le retour d'un système de consigne, par exemple. Et on est très loin du compte. En France, le bilan de la loi AGEC dressé par les associations environnementales l'an dernier est tout simplement alarmant. Les objectifs ambitieux se sont fait ratiboiser par la pression des lobbies industriels, notamment celui de l'interdiction progressive des plastiques à usage unique. Bref, il est donc urgent qu'on s'élève à la hauteur des enjeux. La pollution plastique, c'est un fléau, nous le savons, alors il faut des objectifs contraignants imposés aux industriels. Le meilleur déchet reste celui qu'on ne se produit pas, et si nous n'agissons pas vite et fort, les scientifiques alertent, en 2050, il y aura plus de plastique dans l'océan que de poissons. Je vous remercie. Merci, je donne la parole à Stéphane Delautrette.
Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Tout d'abord, je souhaite vous féliciter, Monsieur le rapporteur, d'avoir repris ces travaux engagés par nos collègues Michael Weber et Marta de Cidrac au Sénat. Chers collègues, rien n'y fait. Malgré la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, AGEC, qui vient de fêter ses 5 ans, malgré le pacte vert européen, malgré les négociations du futur traité international de lutte contre la pollution plastique, la pollution microplastique continue inlassablement sa croissance exponentielle. Que ce soit sous forme de granulés, de flocons ou de poudre, ces matières plastiques continuent à être déversées dans l'environnement malgré leur caractère non biodégradable et de leur nocivité pour les écosystèmes et la santé de nos concitoyens de plus en plus documentés. Face à ce désastre environnemental, trop peu de choses ont été faites. Pour preuve, la puissance publique est encore incapable de mesurer les pertes de microplastiques sur nos territoires et les transporteurs, vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, n'ont aucune obligation de communiquer sur ces pertes, notamment le transport maritime lors des déversements accidentels. Pour tenter de résoudre ce fléau environnemental, la Commission européenne a présenté en octobre 2023 une proposition de règlement relative à la prévention des pertes de granulés plastiques industriels, GPI, afin de réduire la pollution par les microplastiques et d'inverser tant bien que mal la tendance. C'est un signal bien évidemment positif, mais ce règlement reste largement perfectible. Aussi, les autorités françaises appellent au renforcement de l'ambition environnementale de la proposition de règlement en demandant notamment ce que vous avez évoqué, l'inclusion du transport maritime, l'abaissement du seuil d'assujettissement à l'obligation de certification et une redéfinition de ce que sont les granulés plastiques industriels afin d'inclure de nouvelles formes de plastique aujourd'hui exclues du projet de règlement. Cette position défendue au niveau européen cherche à obtenir un texte plus ambitieux. Le groupe socialiste et apparenté se félicite donc de l'initiative que vous avez prise et qui vise à transcrire en une proposition de règlement européen la position de la France sur le sujet, envoyant ainsi, je l'espère, un message fort aux autorités européennes. À l'heure où les politiques environnementales sont remises en cause au niveau européen comme au niveau national, nous espérons voir cette PPRE arriver au bout du processus parlementaire, montrant ainsi l'engagement de notre Assemblée pour les générations futures. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je donne la parole à François-Xavier Tchékoï. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Mes remerciements également par rapport à la qualité des travaux produits. Alors les microplastiques, cet ennemi invisible dont les effets sur la santé malheureusement sont déjà visibles et qui constitue un véritable fléau. Je voudrais m'attacher plus particulièrement aux conséquences notamment sur les mers et les océans dans mon propos. La fragmentation de ces microplastiques dépend de la température, des rayons UV, de la salinité et des bactéries. De fait, les plastiques se dégradent nettement moins à l'intérieur des mers qu'en surface. Cela favorise la création, notamment, on le voit, de couches de plastique au fond des océans. Juste pour mémoire, plus de 10 millions de tonnes de plastique sont rejetées chaque année dans les océans de notre planète. Ces plastiques qui ont tendance à être assimilés à du plancton par les animaux marins, notamment les oiseaux, la faune, avec à l'arrivée des étouffements, des inclusions des voies intestinales et digestives, et donc une mortalité, pour ne pas dire une mise en cause de certaines espèces. Alors vous dire que, plus encore que les océans en général, la Méditerranée devient une mer poubelle, en particulier en raison des concentrations qui sont devenues alarmantes. Quelques études montrent qu'en une dizaine d'années, les chiffres ont explosé. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est une mer semi-fermée et que tous les déchets s'y accumulent. Malheureusement, en tant qu'habitant de la Corse et comme les autres habitants, ce constat nous apparaît quotidiennement. On le voit régulièrement tout autour de nos côtes, avec le risque très fort que la Méditerranée devienne finalement une mer morte. Alors, l'affirmation que je voudrais avoir, et la question en même temps, c'est par rapport à ce que vous portez, quelles seraient les mesures par rapport justement au trafic maritime en général et à ces pollutions induites pour qu'on arrive au moins dans les frontières européennes à limiter ce véritable fléau qui aujourd'hui met en cause les habitants de cette planète ainsi que les espèces qui y vivent.
Merci beaucoup. Je donne la parole à Madame la ministre Dominique Voynet. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs. Nous sommes devenus accros au plastique. Leur production est passée de 1,5 million de tonnes en 1950 à 414 millions de tonnes en 2023. Leur temps de dégradation dans l'environnement varie, 100, 200, 500, 1000 ans. Nous avons laissé ces produits s'accumuler dans les eaux, les sols et l'air depuis 70 ans. La taille du continent de plastique qui dérive dans le Pacifique a quadruplé en 4 ans, entre 2018 et 2022, et fait désormais 6 fois la taille de la France. Incapables de trouver des solutions efficaces de réemploi, de recyclage, nous avons longtemps privilégié l'exportation via des circuits plus ou moins robustes et parfois même carrément mafieux vers des pays qui n'avaient pas les moyens de s'en protéger. Ces molécules dégradent l'environnement. Ingérées ou inhalées, elles s'attaquent aussi aux organismes vivants, donc à la santé humaine. Nous faisons face à un véritable problème de santé publique, et cela d'autant plus que des milliers d'additifs chimiques, 16 000 recensés, dont 4 000 posent de réels problèmes de santé, s'ajoutent aux molécules plastiques elles-mêmes, avec des problèmes importants de persistance dans l'organisme, de bioaccumulation, de dégradation en d'autres molécules, relarguées dans l'environnement via l'urine ou les fesses, dans l'eau notamment. Pour illustrer le sujet, un seul exemple, tiré de mon vécu. Dans la plaine jurassienne, les agriculteurs utilisent des engrais phosphatés, pollués par du cadmium, et des pesticides auxquels on ajoute des PFAS pour les stabiliser et allonger encore leur durée de vie. Métaux lourds, pesticides, polluants éternels, plastique, quel cocktail. Les conséquences sur notre santé, altération du transit, de la fonction pulmonaire, inflammation, risque accru d'infarctus, de cancer, sont telles que même le plus fervent chantre de la déréglementation ne peut nier qu'il faut absolument et urgemment agir. La France doit user de toute son influence en Europe et dans le monde pour un traité international sur la réduction de la pollution plastique. Au niveau international, rien n'est fait, comme l'ont montré les négociations de Busan auxquelles vous avez participé, monsieur le rapporteur, en dépit de la magnifique mobilisation internationale des scientifiques, avec un président Trump prônant un retour au plastique et interdisant les pailles en papier. En Europe, c'est nécessaire et c'est jouable. La PPRE cite les ambitions du Parc vert, c'est positif. Encore faut-il se battre pour ne pas le détricoter, comme c'est hélas le cas aujourd'hui. 20 ONG ont alerté Stéphane Séjourné sur le sujet la semaine dernière. Votre texte est le bienvenu car il pose le problème, il appelle à l'élaboration d'un début de solution. Le principe pollueur-payeur y est conforté, y compris dans le transport, ainsi que l'importance de la lutte contre les pertes et les fuites. Il faudra aller pourtant bien plus loin. Des recommandations ambitieuses sont formulées dans votre rapport à l'OPEX. Le plus important à mes yeux reste la diminution drastique de la pollution plastique de la production plastique lorsque leur utilisation n'est pas substituable par des produits plus vertueux. Est-il normal de trouver 80 références de shampoing liquide dans tout supermarché qui ne comportent que de l'eau, un tensioactif, du plastique et du marketing déresponsabilisant? Il est temps de traiter les plastiques pour ce qu'ils sont, des matériaux toxiques et dangereux dont il faudra bien parvenir à se débarrasser. Le groupe écologiste et social votera en faveur de votre rapport. Merci. Je donne la parole à Jimmy Pain. Merci Madame la Présidente. Et avant de démarrer mon propos, je voudrais quand même rappeler que on propose de réautoriser des couverts plastiques dans les établissements accueillant des enfants. Il faut que nous soyons vigilants à ça, Madame la Présidente, et je compte sur vous pour essayer de porter ce combat que nous pourrions porter en commun. Nous n'avons pas tout réussi, mais dans la loi AGEC, il y a des choses sur lesquelles on a très bien avancé. C'était des couverts en plastique, c'était les pailles en plastique. Il ne faut pas lâcher l'affaire là-dessus, et battons-nous, Madame la Présidente, et nous serons tous derrière vous. Je vous souhaite remercier Monsieur le rapporteur pour votre engagement et continuer dans la lutte contre la pollution plastique pour cette proposition de résolution européenne appelant à une politique ambitieuse en matière de prévention des pertes de granulats de plastique. C'est un sujet important puisque nous savons les dangers que représentent les microplastiques pour la biodiversité et les écosystèmes terrestres et marins et pour notre santé. Le phénomène est mondial et mérite donc une réponse à cette échelle, à tout le moins européenne. Comme vous le précisez dans la résolution, nos territoires subissent directement les conséquences de cette pollution. Récemment, nos littoraux et les Français et Espagnols ont été à plusieurs reprises affectés par des déversements de granulés plastiques d'une ampleur telle qu'on a pu parler de marée blanche. Les luttes contre cette pollution demandent que nous redoublions d'efforts au niveau européen pour mieux prévenir la perte des granulés plastiques, objectif auquel répond la proposition de règlement présentée par la Commission européenne et que vous appelez à soutenir aujourd'hui.
Il s'agit notamment de renforcer la traçabilité des pertes de granulés lors des opérations de transport. Cela me rappelle un travail réalisé conjointement avec mes collègues Maïna Sage et Sophie Panonacle en 2021 lors de l'examen du projet de loi Climat et Résilience. À 7 voix près, il n'était pas passé. Nous avions porté un amendement visant à tracer les conteneurs lorsqu'ils tombent à l'eau afin de pouvoir les récupérer. Les entreprises savent le faire et il faut qu'on arrive à amener ces choses-là en place. On le reportera, cet amendement, je ne sais pas à quelle occasion, Madame Panonac, un PLF, on le fera. Mieux encadrer pour empêcher les pollutions avant qu'elles ne surviennent est une ambition absolument nécessaire à la protection de nos écosystèmes. Je tiens donc à saluer votre ambition, monsieur le rapporteur. Pour finir, je veux en profiter pour rappeler l'engagement du groupe démocrate contre la pollution plastique. En 2022, nous avions fait voter une proposition de loi contre les plastiques dangereux pour l'environnement et la santé. Écoutez-moi, ce texte est toujours en attente d'examen par le Sénat. J'espère que les sénateurs souhaiteront s'en saisir à l'occasion du sommet de l'ONU sur l'océan à Nice en juin. Le Modem votera donc en faveur de cette proposition de résolution européenne, les deux mains levées. Merci beaucoup. On poursuit avec Anne-Cécile Violent. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, chers collègues, le texte qui nous occupe soulève l'importance de la mise en œuvre d'actions de protection de l'environnement et des conséquences de ces pollutions sur les santé humaines, animales et des écosystèmes, ainsi que de la coordination européenne pour un impact réel. Monsieur le rapporteur, cher Philippe, je tiens à vous remercier vraiment au nom du groupe Horizon et Indépendants de nous offrir ce débat au sein de notre commission et saluer d'une manière générale vos travaux et contributions de longue date contre les plastiques. Je salue... Merci Madame la Présidente, c'était héroïque. Je salue la position commune du Sénat et de l'Assemblée nationale sur ce sujet qui permet d'asseoir la prise de conscience et la nécessité de mieux protéger la biodiversité et de lutter contre les pollutions. Nous avons récemment su le faire avec le vote relatif à l'interdiction des PFAS il y a 15 jours et il y a 5 ans avec la loi AGEC. Cette position volontariste participe à placer la France comme initiateur de textes engageants et contraignants et être un moteur inspirant pour l'Union européenne et contribuer ainsi à être encore plus ambitieux en matière environnementale. À ce titre, j'insiste sur l'importance de garantir que nos textes mieux-disants en matière de protection de l'environnement doivent pouvoir s'appliquer dès lors qu'ils ne vont pas à l'encontre, évidemment, des dispositions européennes. Cette proposition de résolution vise à renforcer les pratiques de gestion des granulés plastiques tout au long de leur cycle de vie, depuis la production jusqu'à leur traitement en fin de vie, et d'en réduire leur impact, et notamment la pollution liée à ces microplastiques. Cette proposition plaide pour étendre le champ d'action du règlement européen au transport maritime et à la pollution des eaux maritimes et océaniques. Il s'agit d'une avancée importante à soutenir, mais je tiens également à préciser que les eaux douces sont également concernées par ces pollutions de microplastiques. Un chiffre, 3000 tonnes de déchets plastiques dans mon lac Léman, dans mon Chablais. Il ne faut évidemment pas négliger cet aspect. Votre texte propose de travailler en amont pour limiter strictement la gestion des granulés et le risque de dispersion, notamment en proposant d'inclure des normes de nettoyage, des systèmes de filtration et des procédures de contrôle pour éviter les fuites lors des transports. Ces entreprises produisant ou manipulant ces granulés seraient appelées à prendre des mesures préventives comme la sécurisation des sites de production et le traitement adéquat des déchets plastiques pour éviter leurs pertes. Elles devraient aussi mettre en œuvre des systèmes de suivi des pertes et rendre compte aux autorités compétentes. En cela, cette proposition vise à appliquer des sanctions en cas de non-respect de ces normes et une participation financière. Évidemment, les collectivités territoriales ne pourront seules assumer le coût de traitement de ces dépollutions plastiques. Il conviendra d'insister sur la mise en place de ces procédures d'un travail collaboratif renforcé entre les États de l'Union européenne afin d'assurer une harmonisation des efforts, d'assurer des contrôles effectifs, communs et efficaces. Il ne faut pas perdre de vue que c'est une réponse partielle à ces problématiques beaucoup plus vastes de microplastiques. Merci pour votre clin d'œil pour l'inscription au Sénat de la loi qui vise à réduire l'impact environnemental de l'industrie plastique. Évidemment, le groupe Horizon et Indépendants soutiendra cette proposition de résolution avec évidence et conviction. Merci, Madame la Présidente, pour votre indulgence. Je vous ai laissé quelques secondes supplémentaires puisque vous avez été perturbé par votre voisin.
Et on poursuit avec Marc Chavon. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, l'UDR soutient bien évidemment la proposition de règlement européen relatif à la prévention des pertes de microgranulés plastiques. Et je profite de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour vous livrer un témoignage. Je suis élu dans la 5e circonscription de l'Ain et j'ai l'honneur de servir la Plastic Valley et la ville d'Oyonnax, capitale française de la plasturgie. Je visite donc de nombreuses entreprises et je peux vous dire qu'elles sont exemplaires et que vous pouvez littéralement manger par terre tellement ces entreprises sont bien tenues et elles n'ont pas attendu la loi AGEC de 2020 pour agir. Contrairement à ce qu'on entend, il y a des contrôles, il y a toujours des contrôles, et les derniers contrôles menés par les services de l'État font apparaître que la majorité des entreprises sont irréprochables, tandis que les autres présentent des dysfonctionnements mineurs. J'entends ici même des critiques à l'encontre de nos industriels, et au-delà de cette proposition, réfléchissons plutôt à interdire ou à taxer les produits qui viennent de pays qui ne respectent aucune de nos lois et de nos normes en matière environnementale. Arrêtons l'autoflagellation et arrêtons de mettre des boulets aux pieds de ceux qui créent la richesse dans notre pays. Vous voulez sauver la planète, alors interdisez les importations venues de pays qui ne respectent rien. Voilà, je vous remercie. Merci, j'en viens aux questions de 1 minute et donc je redonne la parole à Sophie Panonacle. Merci Madame la Présidente. C'est juste une information supplémentaire puisque la Cour des comptes vient de publier un rapport sur la mauvaise application par les 27 des règles visant à limiter la pollution des navires. Avec un constat, les pollutions en mer imputables aux activités humaines restent un problème majeur pour les eaux marines de l'Union européenne. 216 millions sont consacrés au financement des projets de lutte contre la pollution. Toutefois, il est constaté que les États ne disposent pas de bilan sur les résultats obtenus. Donc les recommandations de la Cour des comptes sont l'amélioration du suivi et l'efficacité des outils d'alerte à la pollution, également renforcer le suivi des contrôles des États membres et enfin améliorer la remontée d'informations et la surveillance de l'état écologique des eaux marines. Voilà, il me semblait important de le préciser aujourd'hui dans ce contexte. Merci Madame la Présidente. Merci beaucoup. Je donne la parole au rapporteur pour qu'il puisse vous répondre. Merci beaucoup Madame la Présidente. Merci chers collègues pour ces mots positifs vis-à-vis de cette proposition de résolution européenne. Alors, beaucoup d'entre vous sont revenus sur le périmètre qui concerne effectivement ici que les granulés de plastique industriels, considérant que le sujet de la pollution plastique était autre et couvrait d'autres sujets. C'est évidemment tout à fait évident, ces remarques sont pertinentes, mais il s'agit, vous l'avez bien compris ici, d'une résolution qui vise à conforter et appuyer le principe d'un projet de règlement qui lui-même se limite au GPI, limitant de fait le périmètre de nos débats de ce matin. Mais n'oublions pas, et ça a été dit par certains d'entre vous, qu'il y a actuellement en cours de négociation un projet de traité international qui, lui, couvre évidemment un champ plus large. Et si son article 7 fait référence à ces problématiques de microplastiques et de granulés, il y a beaucoup d'autres articles qui visent justement à la réduction des plastiques inutiles, à la réduction de la production et aussi à la simplification chimique des plastiques que nous avons entre les mains chaque jour. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Ensuite, ça a été dit, et je crois qu'il faut vraiment le signaler, l'importance de s'inscrire dans le fait scientifique pour mener toutes ces approches-là. Et aujourd'hui, la communauté scientifique, et vous l'avez rappelé pour beaucoup d'entre vous dans vos propos, la communauté scientifique nous met en évidence les impacts que tout cela a sur la biodiversité, sur la santé. N'oublions jamais d'écouter ce que nous disent les scientifiques. Sur l'harmonisation des règles, vous avez compris évidemment que cette résolution, au-delà de ses dimensions environnementales, cherche à ce que tous les pays de l'Union européenne fonctionnent sur les mêmes règles. Et ça, c'est très bien pour notre industrie. Et par rapport à la remarque du collègue de l'UDR, M. Chavant, sur les importations, eh bien oui, effectivement, et le traité international permettra aussi cette chose-là, parce qu'on est bien conscient qu'en France et en Europe, nous avons plutôt des pratiques vertueuses, même s'il y a encore 16 000 molécules utilisées en additifs du plastique, dont certains provoquent des problèmes, notamment via leur fonction de perturbation des perturbateurs endocriniens. Oui, évidemment, il faut faire attention lorsque nous importons des choses qui viennent d'ailleurs, qu'elles respectent bien les règles européennes pour préserver la santé de nos consommateurs.
Le sujet maritime est évidemment essentiel. Vous l'avez souligné, je vous en remercie. Et je crois qu'il passe aussi par la déclaration des pertes. On revient toujours à ce point qui, à mes yeux, est très important. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la déclaration des pertes devient obligatoire, par exemple en Méditerranée, on sait que tel jour, à telle heure, à tel endroit, tel polymère a été perdu en telle quantité, venez de tel endroit pour rejoindre tel autre utilisateur. Et ça concourt évidemment à la connaissance. Ça ne va pas résoudre le problème. Mais vous voyez bien que ça ne permet pas d'avoir la meilleure image possible à la fois du transporteur et de ceux qui ont commandé et veulent utiliser les granulés. Donc ça concourt quand même à la régulation des bonnes pratiques et éviter ces pertes maritimes. Voilà pour l'essentiel, ce que je voulais vous dire pour ne pas être trop long. Et je vous remercie pour votre soutien sur ce projet de résolution. Merci beaucoup. Étant donné qu'il n'y a pas d'amendement à examiner, je vais tout de suite mettre aux voix la proposition de résolution. Donc, qui est pour la proposition de résolution? Je vous remercie. Qui est contre? Elle est adoptée à l'unanimité. Félicitations, monsieur le rapporteur. Comment? Est-ce que vous souhaitez dire un dernier mot ou... Écoutez, merci pour cette unanimité qui montre effectivement que ce sujet de la pollution plastique, il est transpartisan. On le voit à chaque fois, mais merci de le confirmer une nouvelle fois. Et grâce à ce texte, ici à l'Assemblée et au Sénat, eh bien, on envoie un signal fort de la France en direction de ce qu'il faut faire pour préserver l'environnement et nos entreprises. Et maintenant, eh bien, tout est réuni pour que soit défendue par la France une position forte au sein du Conseil de l'Union européenne pour aboutir à un règlement ambitieux, et je vous en remercie. Très bien, merci chers collègues. On se retrouve cet après-midi à 17h pour l'audition du ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, François Rebsamen. À tout à l'heure.